parti. Vous êtes prêts? On va attaquer avec un très très bon livre, enfin, que moi j'ai beaucoup aimé, qui s'appelle La Louisiane, d'une jeune romancière qui s'appelle Julia Mali. Alors c'est une romancière française, mais qui a été élevée, si on peut dire, à l'école américaine, puisque vous savez, aux États-Unis, souvent pour devenir écrivain, c'est pas comme en France où chacun peut du jour au lendemain se décréter écrivain. Là, aux États-Unis, il y a une espèce de cursus, quasiment un cursus universitaire. On va à l'université, on suit des cours d'écriture romanesque. Elle a été aux États-Unis, et elle a suivi ce cursus. Elle a été brillamment diplômée, enfin, elle a fait des études américaines. Et ça se ressent, je trouve, dans son écriture. Et maintenant, cette jeune femme enseigne l'écriture à Sciences Po. Elle est revenue en France, donc je pense qu'on va en entendre parler pendant de longues années, parce que c'est pas son premier roman. Ça s'appelle La Louisiane, de Julien Mali. Mais c'est le premier roman qui est repéré et dont les droits, il y a 2 livres dont les droits ont été immédiatement achetés dans le monde entier pour des traductions dans tous les pays du monde et pour des adaptations ciné ou télé. C'est celui-là et Les yeux de Mona, dont on parlera plus tard. Ces 2 livres-là, c'est au niveau éditorial international des phénomènes français comme il n'y en a pas eu depuis très très longtemps. C'est les 2 livres qui ont été repérés partout. Et donc, moi j'ai compris pourquoi en lisant La Louisiane. Et La Louisiane, c'est un roman historique et un roman d'aventure. Ça se passe en 1720. Et en 1720, la Louisiane, colonie française, est essentiellement peuplée de soldats, de trappeurs, de navigateurs, de cultivateurs, mais il manque un truc, les femmes. Et donc, il y a une pratique commune à l'époque, c'est vider les prisons et envoyez-nous les prisonnières de droit commun, les folles, etc. Toutes les femmes dont on veut plus en France, on les envoie. Et ma foi, les hommes qui sont là-bas sont contentes. Là, l'intérêt du roman, c'est que justement, le point de départ, c'est une lettre du gouverneur de Louisiane qui demande aux autorités françaises qu'on envoie en Louisiane 90 femmes. Ils ont besoin je vais être volontairement un peu provocateur, une cargaison de 90 femmes, mais qui ne doivent pas sortir des prisons françaises. Et là, c'est très intéressant parce qu'il refuse des prisonnières de droit commun. Et même dans la lettre, je me souviens, il demande des femmes fertiles et discrètes. Discrètes signifiant n'ayant pas de problème psychiatrique ou un passé de criminel. Et le premier chapitre, ça s'ouvre sur une scène très intéressante. On est à la Salpêtrière. La Salpêtrière qui n'est pas la Salpêtrière que nous connaissons aujourd'hui ou la Salpêtrière de la fin du XVIIIe siècle, qui devient hôpital. Ce n'est pas encore le cas. La Salpêtrière à l'époque, c'est un orphelinat, c'est un hospice pour les pauvres, et c'est une maison de force. Alors ce qu'on appelle une maison de force, c'est un endroit où on essaye de remettre les jeunes filles considérées comme ayant suivi un mauvais chemin, dans le droit chemin. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas le statut de prisonnières, n'ont pas le statut de... Donc en fait, les autorités vont en quelque sorte jouer un peu à la limite. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre des femmes dans les prisons, ils vont les prendre à la Salpêtrière, où la plupart des femmes qui sont là n'ont pas beaucoup d'avenir. Elles sont soit orphelines, soit misérables. Donc trouver des volontaires dans ces circonstances, c'est pas très difficile. Et si on n'a pas le nombre, de toute façon, on peut en rajouter. Elles n'ont pas leur mot à dire. Donc les 90 femmes, on les prend là, entre l'orphelinat, l'hospice et la maison de force. Mais là où j'ai apprécié le roman d'emblée, c'est qu'il n'y a pas de maniché ici. C'est-à-dire que la femme qui fait la sélection, c'est la supérieure de la Salpêtrière, elle s'appelle Marguerite. Elle a une mission très compliquée à remplir, elle doit fournir ses 90 femmes, mais elle essaye de le faire avec le maximum d'humanité. C'est un casse-tête et une torture morale pour elle. C'est-à-dire que c'est pas facile. Alors elle essaye d'être humaine dans ses choix. Non, elle va jamais supporter la traversée, ou elle est trop fragile psychologiquement. Enfin, elle essaye d'être humaine. Mais en même temps, il faut quand même qu'elle mette 90 noms. Donc toute la complexité de cette situation est bien restituée. Et dès l'instant où on la voit chercher, mettre des noms sur le papier, il y a déjà quelques profils qui s'esquissent. Quelques profils de femmes qu'on va apprendre à connaître plus tard. Ce premier chapitre est pour moi
merveilleux. Et c'est là qu'on voit tout son travail. La restitution de cette fourmilière qui était la Salpêtrière est extraordinaire. Et puis déjà, des portraits de femmes qui sont très très aboutis, très complexes, très intéressants. Et la suite du roman est à l'avenant. C'est-à-dire que dans la suite, c'est d'abord le voyage sur Terre pour les emmener au port. Et là, c'est pas simple, hein, transporter 90 femmes, donc il faut une escorte militaire. Ensuite, embarquer à bord de la baleine. Tous ces faits sont historiques. En fait, tout ce qui raconte Julia Mali, c'est historique. Et ensuite, le voyage vers l'Amérique, qui va durer 10 mois. Donc, avec des circonstances extraordinaires, des pirates, des machins, tout et pendant ces 10 mois de traversée, vous allez faire connaissance de 3 femmes en particulier. Les 90 femmes sont référencées historiquement, mais elle ne pouvait pas présenter les 90, donc elle en a inventé 3, qui sont un peu des archétypes, des synthèses de tous les profils de femmes que vous pouviez avoir à bord. Donc vous allez avoir une Charlotte, l'orpheline, qui est une des rares vraies volontaires enthousiastes, puisque en fait, elle a fait des pieds et des mains pour partir. En fait, sa meilleure amie était dans la liste. Elle est orpheline, elle n'a jamais eu d'autre famille qu'elle. Elle ne supporte pas l'idée que sa copine parte sans elle. Et elle va tout faire pour que finalement son nom soit... elle veut y être absolument. Elle ne supporte pas l'idée de la perte de cette amie. Et donc Charlotte, 12 ans, part se marier en Amérique. Vous avez une autre femme qui est, elle, une aristocrate qui a été reniée par sa famille parce qu'on la soupçonne, à tort d'ailleurs, dans l'histoire on le découvre, d'avoir folâtré avec le jardinier. Quelle horreur. La punition, la Salpêtrière d'abord. Et comme elle n'a plus grand chose à espérer, il n'y aura pas de retour en grâce et elle n'a rien à espérer de... Et puis il y en a une troisième qui est le personnage le plus sulfureux, si on peut dire, le plus sulfureux aux yeux des femmes de l'époque, parce qu'il faut toujours aussi... Donc même dans la petite communauté de femmes de 90 qui est au bord de la baleine, elle n'est pas très très bien vue, parce que c'est une faiseuse d'anges. Et donc elle a un peu de mal à trouver sa place. Mais bon, toujours est-il que nos 3 personnages principaux, il y a beaucoup de personnages secondaires bien sûr, vont apprendre à se connaître, à nouer des liens d'amitié ou pas, etc. Et on va retrouver ces femmes pendant ensuite de très longues années. Ensuite, il y a l'arrivée en Louisiane. Je ne vais pas tout vous raconter, je vous laisse découvrir, c'est un roman vraiment génial. L'arrivée en Louisiane, alors le choc, passer des rives de Seine aux rives du Mississippi, je ne vous raconte pas le choc. Un choc climatique, choc... alors c'est des marées insalubres, les maladies, les moustiques. Il y a les Indiens Natchez qui sont bienveillants ou pas. Et puis on découvre aussi la géographie. Alors il y a Biloxi, Bâton Rouge, la Nouvelle-Orléans. On découvre aussi la géographie. Et à l'époque, la Nouvelle-Orléans, c'est 10 bicoques en bois et un fortin. C'est pas le quartier français, le carré français, le jazz, etc. C'est pas ça du tout. Et là, le grand tirage au sort. Bon mari, mauvais mari. Bon mari, mauvais mari. Et donc, et voilà. Et ensuite, donc, ça va être le destin de ces 3 femmes qui vont devoir devenir des Américaines. Est-ce qu'elles vont réussir à le devenir? Qui va devenir veuve? Qui aura des enfants, etc. Ça, c'est destiné à ces 3 femmes, sachant qu'il leur arrivera plein d'aventures, de coups durs, et que malgré tout, je vais pas trop divulgacher, mais que ces 3 femmes vont quand même réussir à se soutenir, à s'épauler et à s'aider pendant ces années et ces épreuves. Et c'est très très documenté. Alors le reproche que certains lecteurs et certaines lectrices ont pu faire, que ça a été trop, qu'il y avait trop d'informations et que ça ralentissait le récit. Moi j'aime bien apprendre quand je lis, donc ça m'a pas du tout dérangé, mais c'est la seule ombre au tableau en fait, avec les retours de lecteurs et lectrices que j'ai pu avoir, c'est que la plupart ont partagé totalement le coup de cœur, mais les quelques-uns qui avaient une réticence, c'était « Ah oui, par moment il a fallu que je m'accroche, j'ai trouvé ça un peu long ». Voilà, mais moi je vous le recommande de tout cœur. Mais elle a fait l'objet t'as pas fait l'objet d'une thèse ou quelque chose comme ça? C'est possible. L'autrice est rentrée dans cette histoire par des recherches. Ah oui, les recherches sont impressionnantes. Qui l'ont amené, puis encore, puis ah, sans doute. Ça, c'est de toute façon, c'est un travail de restitution, de reconstitution, de précision. Rien que le travail sur la Salpêtrière, rien que le travail sur le bateau,
comment ça fonctionne, rien que le travail sur les villes, rien que le travail sur les Indiens, rien que le travail sur les professions des colons à l'époque, les rapports hommes-femmes, les maladies, tout a été travaillé de fond en comble, c'est extraordinaire. Enfin bon. La Louisiane, Julia m'a dit. Un bon petit polar. Elle, sur le bateau et tout, elle parle français, c'est des Français. Ah oui, c'est des Françaises. Et là-bas, pareil, c'est des Français. C'est des Français. Ah, c'est une requête d'un gouverneur français pour des colons français. De la même façon que étaient partis de Dieppe presque un siècle plus tôt les filles du roi pour aller peupler Québec. C'est le même principe. Sauf que là, ce qui est intéressant là, dans ce cas-là, c'est que ce ne sont pas des prisonnières qui sont envoyées. C'est-à-dire qu'elles ont un profil, elles ont des aspirations, des histoires qui sont pas forcément sanguinaires ou pas des criminels. Donc c'est plus facile peut-être d'avoir une forme d'empathie aussi. Alors, Voyoucratie, d'un certain Dominique Format. Alors ça, c'est pour les amateurs et les amatrices de polar, avec des dialogues puissants et une exploration en fait de la pègre parisienne. Et ça, c'est très 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 intéressant. On peut peut-être faire passer les livres. Je sais pas pour que. La pègre actuelle. Oui, j'allais demander. Oui, ça se passe aujourd'hui. Ça se passe. C'est une fiction, mais qui est aussi assez documentée, parce qu'en fait l'auteur qui est aussi cinéaste par ailleurs. Donc il y a un côté très cinématographique dans son bouquin. On voit bien le film que ça pourrait donner. Il cherche à montrer la passation de pouvoir entre une ancienne génération de voyous et une nouvelle génération qui n'a pas les mêmes codes. Et au départ, on a un type qui s'appelle Francis le Parisien, qui est un caïd, qui est le caïd. Hein. C'est le gars qui a réussi, qui tient le milieu parisien, qui est redouté, qui est craint, et qui est très 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 fin, très intelligent, et il décide de passer la main. Il décide de prendre sa retraite pour profiter des millions qu'il a patiemment accumulés au fil des années. Et il va avoir une très mauvaise idée, très très mauvaise idée. Il est depuis toujours côtoyé par une espèce de second de lieutenant, et il se dit bon bah je vais lui transmettre mon fief. Mes affaires, je vais lui passer, mais je vais quand même vérifier que c'est un fidèle et que je peux compter sur lui et qu'il mérite bien le cadeau que je vais lui faire. Et donc il va tester la fidélité de son lieutenant. Alors qu'ils sont liés depuis 30 ans. Hein. Et ça, c'est la boulette. Il n'aurait pas dû. Il aurait dû simplement lui donner et se barrer. Et tester la fidélité de son lieutenant, c'est pas la bonne idée parce qu'en fait, il va lui tendre un piège pour voir comment il réagit. Et il va faire volontairement circuler la rumeur qu'il a fait un deal avec un jeune caïd de banlieue dealer et qu'il a pris la part sans donner le pourcentage à Bolko, son lieutenant. Ce qui est faux, c'est une rumeur qu'il lance. D'ailleurs, il s'amuse à aller dans des bars un peu miteux, etc. Et pour lancer cette rumeur, pour que ça remonte petit à petit à son lieutenant, et sans qu'il sache que ça vient de lui. Et le problème, c'est que le lieutenant, il va pas réagir comme attendu. Et même le fameux dealer, dont le nom est utilisé aussi, il va pas réagir non plus de la façon qui est attendue. Et tout ça va créer un effet domino, un engrenage, qui va provoquer une guerre des gangs totale, avec des personnages secondaires complètement cinglés. C'est des grands malades. c'est des personnages... on voit qu'il s'est inspiré de... Ils ont des noms pas possibles, des surnoms extraordinaires, ils ont des histoires personnelles, des profils complètement... Il y en a certains sont très malins, d'autres complètement cinglés. Et plus ils sont violents, plus ils sont cinglés. Il y en a qui sont très armés, d'autres qui au contraire évitent les flingues. Enfin, on voit vraiment... C'est pour ça que le titre prend tout son sens. En fait, c'est comme si notre Francis, il avait donné un gros coup de pied dans la fourmilière. Et après nous, le lecteur, lectrice, l'intérêt, c'est de voir comment la fourmilière, comment ça fonctionne la fourmilière. Et c'est très intéressant, c'est passionnant.
Voyoucratie, le titre est très bien trouvé. Donc c'est, enfin, la fiction est inspirée de ça. Oui, totalement, c'est inspiré de grandes figures de la pègre, de faits divers, on peut dire. Oui, oui, oui. C'est marrant qu'il y ait encore des noms comme ça, à la Francis le Parisien. Ouais, à la Francis le Belge, etc., machin le Trembleur. Le Stéphanois. Ouais, c'est ça. Et puis il y a les figures, mais il y a aussi la géographie. Il y a aussi une géographie de la pègre. On voit qui fait quoi, où, et puis aussi les lieux de pouvoir. C'est-à-dire que les clubs nocturnes, etc., on est là-dedans, quoi. Il y a encore un côté très cliché, mais ils aiment bien, finalement la pègre elle-même aime bien cultiver un certain nombre de clichés. Donc les quartiers généraux, il y a le quartier général d'un des mecs, c'est vraiment la boîte de nuit un peu glauque, avec le sous-sol, la salle insonorisée à côté où tu peux... c'est ça. Donc c'est intéressant. Je vais peut-être commencer pour une question de temps par vraiment les livres, si on doit passer plus vite sur d'autres après. L'autre gros, vraiment un des phénomènes de cette rentrée littéraire de janvier, c'est Les Yeux de Mona. Vous en avez sans doute entendu parler. C'est difficile de passer à côté parce que dans toutes les émissions littéraires, c'est un livre qui est beaucoup présenté, chroniqué. Il y a un plan média hyper efficace. Mais c'est pas parce qu'il y a un plan média efficace que ça veut dire que le livre n'est pas bon. Et en l'occurrence, moi j'étais un peu méfiant à propos de ce Thomas Schlesser qu'on voyait partout, qu'on entendait partout. Je me disais, je vais quand même regarder parce que... Et en fait, j'ai été très agréablement surpris parce que je me disais, c'est quoi ce type qui reprend l'idée du monde de Sophie et qui l'applique à l'art, grosso modo, parce que c'est un peu ça l'idée de base. Est-ce que je me dis, ok, le gars, il est pas romancier, c'est un docteur, il est docteur en histoire de l'art, donc c'est un intellectuel, un immense spécialiste de l'histoire de la peinture. Je me dis, mais c'est pas pour ça qu'il va faire un bon roman. Moi, j'avais peur que ce soit un truc hyper didactique, pédagogique. Alors, chapitre 1, petit 1. Alors, comment il faut comprendre ça, etc. En fait, pas du tout. Pas du tout. Il arrive d'abord à créer une situation romanesque intéressante, puisque le principe de base de l'histoire, c'est l'histoire d'une gamine, une petite fille qui a une dizaine d'années. Elle a 10 ans précisément, Mona. Il lui arrive un sale coup, elle fait une espèce d'attaque. C'est pas comme un AVC, c'est un nom qui ressemble à AVC, mais en fait, ça fait perdre la vue. Et elle perd la vue quelques heures. Les parents sont en panique, tout le monde croit qu'elle est devenue aveugle, on l'emmène à l'hôpital. Les tests ils n'arrivent pas à savoir exactement. Le diagnostic n'est pas fiable et les conséquences ne sont pas certaines. Du coup, il y a une espèce d'épée de Damoclès qui panique la famille de Mona, ses parents et elle-même. C'est-à-dire qu'elle est susceptible de faire une nouvelle attaque et éventuellement de perdre cette fois-ci définitivement la vue. Et alors, apprenant ça, son grand-père décide de prendre les choses en main. Il a un projet pour elle. Et le grand-père de Mona et Mona vont passer un accord secret dans le dos des parents. Elle est supposée aller voir un psy tous les mercredis, un pédopsychiatre. Et ils passent un deal, ils disent, bon, on va pas y aller, je t'emmène au musée tous les mercredis à la place, mais tu diras que tu as été voir. Et donc, il doit y avoir, je sais plus exactement, 32 ou 42 ou 52 séances, ouais, c'était en 2. Et en fait, à chaque fois, au lieu d'aller chez le psy, ils vont au musée. Alors c'est séquencé dans le temps, il y a d'abord le Louvre, après il y a le musée d'Orsay, après il y a Beaubourg. Et alors là, le premier piège, c'était est-ce que ça va être vraiment je t'explique le tableau lecteur. Alors déjà, à signaler, ça c'est un casse-tête pour les bibliothécaires, c'est qu'il y a cette... Comment faire? Moi, si j'étais vous, je le mettrais à part. Je protégerais le livre comme ça et je donnerais ça à part parce que les œuvres, on en a certaines qu'on connaît évidemment, mais d'autres, alors en fait, on les connaît sans les connaître, on les a déjà vues, mais on ne savait pas qu'elles s'appelaient comme ça. Ou inversement, on connaît le nom de l'œuvre sans l'avoir vu. Et donc il y a ça qui est intéressant, qui permet en fait d'avoir ce petit rappel ou de voir de quoi il est question.
Donc c'est Ouais, c'est très pratique. Mais bon, À la portée de- pour la bibliothèque, c'est pas évident à gérer. Qu'est-ce qu'on va faire de ça? Bon. Et là où ça devient très intéressant, c'est qu'au lieu d'avoir le grand-père qui explique et la petite fille qui écoute, à chaque fois, c'est la confrontation des points de vue. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que, en fait, il y a le regard de celui qui sait, qui est de l'expert, donc c'est un peu Schlesser, le grand-père. Il dit voilà, il faut que tu saches que c'était à l'époque. Mais il y a aussi le regard naïf et innocent qui voit des choses que l'expert ne voit peut-être plus. C'est-à-dire qu'il perçoit des choses. Et donc, il y a le côté, une œuvre, c'est penser, mais une œuvre aussi, ça se ressent. C'est-à-dire que personne ne va réagir de la même façon en face d'un tableau. Et donc, ce qui est très très bien restitué et très bien fait, c'est qu'il n'y a pas un auteur d'altitude qui vous donne à comprendre ce que vous devez comprendre, mais au contraire, il joue avec toutes les façons de percevoir et de concevoir une œuvre. Il y a une ouverture d'esprit, il y a cette confrontation de points de vue qui rend le texte vraiment intéressant et pas du tout artificiel comme on aurait pu le penser. Puis c'est plein d'humour, il y a beaucoup de fraîcheur. La relation entre Mona et son grand-père est très belle. Et puis il y a quelque chose d'encore plus touchant quand on apprend l'histoire personnelle de l'auteur, c'est qu'en fait il devait avoir un enfant, une petite fille, et ça s'est mal passé, la petite fille n'est pas venue. Et ça s'est passé à 10 ans. Et le livre, il sort 10 ans après, la gamine a 10 ans. Et c'est un peu la petite fille qu'il a rêvé. Faire un transfert. C'est ça, il a créé cette Mona. Mona, c'est la petite fille qu'il n'a pas eue. Donc en fait, il y a plein de choses qui sont extrêmement touchantes dans ce livre, en plus de l'exploration de l'histoire de l'art, qui apporte aussi quelque chose au lecteur, bien sûr, parce que on n'a pas une connaissance encyclopédique et universelle de tout, même s'il y a certaines œuvres qu'on connaît, d'autres qu'on ne connaît pas, d'autres dont on n'imaginait pas les tenants, les aboutissants. Enfin, c'est super intéressant. Autant pour le roman que pour les connaissances pour faire découvrir l'histoire de l'art à quelqu'un en douceur, en beauté, c'est idéal. Ou pour se refaire soi-même sa culture, c'est vraiment super. Et ce bouquin-là, c'est tellement une bonne idée, même si l'idée, on a compris qu'elle était un peu inspirée, par exemple, du monde de Sophie. C'était la philosophie. Le fait d'avoir réactualisé cette idée sous cette forme-là et sur ce sujet-là, ça a conquis le monde. Le livre est vendu partout. Voilà, tous les éditeurs du monde entier, dans les foires, parce qu'il y a des foires en fait de vente de livres, comme pour les bestiaux, se sont précipités sur ces titres-là. Alors, un des grands succès de librairie du moment, mais à chaque fois, hein, c'est devenu une des romancières les plus vendues, avec d'autres comme Virginie Grimaldi ou voilà, ça fait partie. Marie Vareille, que tu auras l'occasion de... Et alors là, son dernier roman, en fait, et bien sûr c'est un succès, il y a énormément de ventes, mais elle a perdu quelques... Alors c'est surtout un lectorat féminin. Elle a perdu quelques lectrices en route parce que c'est un roman épistolaire. Donc déjà, roman épistolaire, c'est pas un genre qui est forcément bien aimé. On s'est rendu compte avec par exemple le dernier Laurent Binet, que moi j'aime beaucoup. Ah oui. Il s'appelait Perspective. Je sais pas si vous l'aviez lu, Perspective. Je l'ai pas lu, mais j'en ai lu. Que moi j'avais adoré. Mais il y avait beaucoup d'épistoliers et les gens, ça leur plaisait pas trop. Donc roman épistolaire et histoire d'écrivain, problème d'écrivain, enfin d'écrivaine. C'est le dialogue entre une femme écrivain qui n'écrit plus, qui a eu une grande carrière d'écrivaine, et une jeune femme qui rêve d'écrire. Et ces deux femmes dialoguent. C'est l'occasion pour Aurélie Valognes de mettre beaucoup d'elle-même, de sa vie, etc. Alors je pense qu'il faut être vraiment, pour le coup, absolument fan d'Aurélie Valognes pour voir tous les problèmes qu'elle a pu rencontrer,
pour écrire ses thèmes de prédilection, comment elle fait, etc. Parce qu'en fait, dans ce dialogue entre ces deux femmes, évidemment, c'est un peu Aurélie Vagnol qui se raconte. Voilà. Non, c'est un peu Oui, c'est autobiographique. glorification. Glorification, je sais pas, je l'ai pas lu. Donc je peux pas porter de jugement. Mais je sais qu'il n'a pas le même impact et les mêmes retours que les précédents. Je pense que la forme et le thème, le problème d'écriture, l'envie d'écrire, la difficulté à écrire, ça touche moins qu'une belle histoire familiale ou qu'un... Non, ça c'est Laetitia Colombani. Ouais. Elle écrit à ses débuts. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est l'idée. C'est comme ça qu'en fait que je comprends le livre, mais sans l'avoir lu, donc je peux pas non plus porter de jugement définitif. Mais quand on lit la 4e de couverture, Fabien, tu veux peut-être nous lire la phrase d'accroche. Je sais que tu aimes beaucoup les phrases d'accroche. Oui, c'est vrai. Donc il y a peut-être une phrase d'accroche finale absolument formidable. Vas-y. Si. Vas-y. Une ode à la transmission, à la nature, à la liberté qui pose la question brûlante. Quand on a pris certains chemins dans la vie, travail, mariage, enfant, a-t-on encore le droit d'être soi? Ah oui, sachant que être soi, dans ce cas-là, c'est avoir le droit d'écrire. Même si la famille, les maris, les enfants, etc., ça peut empêcher. Donc je pense que c'est de ce point de vue-là que Aurélie Vagnol raconte sa propre expérience. Il faut lire le livre pour le savoir, si on a le droit d'être soi. Bon, alors là, là, même pas besoin de le présenter. Là, c'est la grosse cavalerie, c'est le tank, c'est le Sherman, le Panzer, tout ce que vous voulez. C'est un auteur que moi je peux pas, j'y arrive pas. J'en ai essayé qu'un, mais c'était peut-être pas le bon. C'était appartement 522, non, chambre 522. La chambre 522. Ah non, ça m'est tombé des mains. Et alors depuis, j'ai pas réessayé, donc peut-être à tort, mais de toute façon, il a pas besoin des libraires pour fonctionner. Donc il fonctionne tout seul et il est très fort. Hein. Il a réussi à se... En interview, il est plutôt intéressant. Enfin, il y a cette dimension... Vas-y, non, vas-y Fabien, au contraire. J'avais envie d'aimer, mais dès le début, j'avais pas d'a priori pour son premier roman, mais c'est pareil, je trouve ça un petit peu fade. Ça. Mais lui, en interview, je regarde toujours parce qu'il dit des choses qui m'intéressent. Donc, de toute façon, quel que soit notre avis, Fabien, le bouquin, il cartonne, il est numéro 1 des ventes, aucun problème. Il a terrassé les dragons Musso, Lévy. Ici, il est bien au-dessus maintenant. Oui, parce qu'il est très intelligent. Il est très intelligent et il a compris qu'il ne fallait pas de surexposition médiatique. Donc lui ne sort pas de livres tous les ans. Contrairement à un certain nombre d'auteurs qui, à date fixe, sortent leurs bouquins. Et ça peut générer non seulement une forme de sécheresse dans l'inspiration, et donc des textes qui sont sans intérêt, mais en plus, il y a une lassitude. Quand on a vu 10 fois à peu près la même couverture avec 10 fois à peu près les mêmes sujets, on se dit, bon, ça parle de quoi en fait? Alors ça commence par un braquage en Suisse. Et alors il y en a un, si j'ai bien compris, qui s'appelle La Capuche et l'autre La Cagoule. Et donc le roman commence sur cette scène de braquage, donc assez haletante. Et au moment où on veut savoir ce qui va se passer après, il y a un retour en arrière. Et là, Dicker donne à connaître 2 couples de voisins qui ont des relations un peu étonnantes. Un couple qui vit dans une maison alors on est en Suisse, hein. Donc on est dans un paysage au bord de lac, boisé, etc. Un couple de voisins extrêmement riches avec une maison de verre, etc. Et puis un couple un peu plus laborieux. Donc je sais juste pour avoir un peu regardé de quoi il était question que le mari d'un des couples est fasciné par la femme de l'autre couple. Après, quel est le lien entre ces deux affaires? En fait, il y a une mécanique
Parce qu'il y a un truc qu'on ne peut pas reprocher à ces auteurs, c'est que ce sont des scénaristes de génie. Donc ils arrivent à construire des histoires de façon assez machiavélique, avec des rebondissements, ce que Michel Bussy appelle des twists, c'est-à-dire on croit avoir compris, on croit, et en fait non. Et donc il y a une construction qui entremêle les deux affaires. Mais comment elles sont liées? En fait, c'est en voulant le découvrir que vous avancez dans le livre et que vous tournez les pages, qui font que ça mérite le titre glorieux de Page Turner. Voilà. Donc ce sont des mécaniques machiavéliques qui font que on peut pas lâcher le livre. Un trajet de train, c'est bien. Moi je l'ai lâché, mais la plupart des lecteurs adorent et j'ai rien à dire là-dessus. Hein. Je respecte. Hein. Non, tu nous as donné envie. Oui. Il n'a pas besoin des libraires pour cartonner. Il y a quelqu'un qui a peut-être plus besoin des libraires pour cartonner, mais qui est une romancière remarquable qui s'appelle Tiffany Tavernier. Elle a écrit ce petit bijou qui s'appelle En vérité Alice. Tiffany Tavernier, pour l'anecdote, c'est la fille de Bertrand. Ouais. Et j'avais jamais lu Tiffany Tavernier avant ce roman et j'ai été absolument emballé. En vérité Alice, ça part d'une situation hyper banale en littérature, l'histoire d'une femme sous emprise. Alors ça c'est du vu, du revu, 50 000 fois, c'est un sujet de base maintenant en littérature, la femme sous emprise. Sauf que là, déjà c'est très 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 bien écrit, très bien raconté, les mécaniques est très très bien instituées, mais en plus c'est un cas particulier de femme qui est dans le déni. C'est-à-dire que nous, c'est à la première personne du singulier, donc c'est Alice qui se raconte, et quand elle se raconte, on voit à quel point elle est dans le déni, et ça provoque chez nous lecteurs une crispation. C'est-à-dire que c'est un des romans qui a produit un effet physique sur moi, et c'est là que je me dis que j'ai affaire à une grande romancière. C'est-à-dire que par moments, elle me crispe, par moments elle m'agace, par moments j'ai envie qu'elle réagisse, par moments j'ai envie qu'elle claque la porte, qu'elle réponde, qu'elle se tienne, qu'elle soit forte, et elle ne l'est pas. Et ça, je trouve que c'est très 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 bien fait. Et donc Alice est sous emprise, son compagnon retors lui a fait couper les ponts avec sa famille, avec ses amis, avec son milieu professionnel, coupé de tout pendant des années. Et elle se considère comme la dernière des dernières. Là, je suis schématique, c'est rendu de façon bien plus complète. Comme la dernière des dernières qui ne mérite rien dans la vie. Et sa seule chance dans la vie, c'est d'être avec lui. C'est-à-dire qu'heureusement qu'il est là. Heureusement qu'il est là pour la supporter. Heureusement qu'il est là parce que sinon personne ne vaudrait d'elle. Tellement elle est nulle. D'ailleurs, elle fera jamais rien qui soit au niveau de ce type merveilleux. Voilà. Elle en est là. Et puis le roman commence vraiment lorsque, revers de fortune, le compagnon s'endette lourdement. Et il est obligé de demander à sa compagne de trouver du boulot. Et du jour au lendemain, ce type dit tu vas me trouver du boulot vite fait, il faut que tu ramènes des sous à la maison. Et voilà notre Alice qui avait été coupée du monde, qui est projetée violemment de retour dans le monde. Donc déjà ça c'est intéressant. Cette situation du retour dans le monde, la resocialisation, elle qui ne fréquentait plus personne, qui ne parlait plus à personne, il faut qu'elle aille trouver du boulot. Ben accrochez-vous. Déjà, je ne peux pas trop vous en dire, je vous laisse découvrir, mais par exemple, des entretiens. Madame, vous avez fait quoi pendant 5 ans là? C'est quoi le vide? Donc, Alice est perdue, elle est paumée, et en plus, elle culpabilise. Je suis même pas foutu de travailler de ramener de l'argent à la maison, de trouver du travail. Je comprends qu'il me crie dessus, qu'il me déteste. Mais je le mérite pas. Et puis un jour, elle fait une crise d'angoisse, et elle rentre dans une église pour respirer. Elle sait qu'il n'y aura personne dans l'église. Elle rentre dans l'église, elle a besoin de... Et là, il y a un miracle, un petit miracle. Il y a sur son banc un fascicule, un petit dépliant. Et en fait, le secrétariat du diocèse cherche quelqu'un. Et... Et elle, qui n'est pas baptisée, qui ne croit pas, elle décide d'appeler, de toute façon elle n'a rien à perdre,
Et le miracle, c'est qu'elle est prise. Sur un malentendu, enfin. Et donc là, le roman bascule dans une nouvelle dimension, c'est-à-dire que c'est Alice qui fait ses premiers pas dans ce monde catholique et dans ce contexte. Alors, il y a deux choses. Il y a d'une part la petite communauté qu'il y a autour d'elle. Et là, je trouve que Tiffany Tavernier est très courageuse parce que généralement, quand on décrit le monde catholique, alors généralement, c'est d'affreuses grenouilles de bénitier qui sont stupides, etc. Là, les Marie Chantal, etc., les Marie-Odile, eh ben, elles sont bienveillantes. Elles sont bienveillantes. Elles se rendent compte qu'elle va pas bien, qu'il y a un truc qui colle pas, et elles vont faire corps autour d'elle. Elles vont essayer de l'aider, de lui ouvrir les yeux. C'est-à-dire que elle est soutenue. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui l'entourent. De la même façon, les prêtres vont essayer de bienveillant. C'est pas des affreux pédophiles, etc. C'est pas occulté, hein, c'est pas mis sous le tapis. Mais en l'occurrence, Alice, elle va plutôt rencontrer des gens bien. Et si elle avait été avec un autre employeur, elle n'aurait pas tenu 5 minutes. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on lui donne une nouvelle chance. Parce qu'elle est nulle. Elle est nulle. Dans son boulot, elle est nulle. Elle ne connaît rien, elle est paumée, elle n'a pas les références nécessaires. Parce que son boulot est très très particulier. En fait, elle n'en avait aucune idée en arrivant, mais elle se retrouve au bureau chargée du promotorat des causes des saints. Alors je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Moi j'ai découvert ça plus précisément avec ce roman. C'est-à-dire que pour déclarer un individu saint, pour qu'il soit canonisé, c'est un long processus, mais avec une complexité juridique de droit canon, du droit extrêmement complexe. Il faut instruire des dossiers. Il y a un nombre de pièces à charge, à décharge, etc. Extraordinaire qu'il faut collecter. Et donc il faut un suivi extrêmement rigoureux, un secrétariat extrêmement rigoureux pour chaque dossier. C'est parce que ça passe en commission. Et donc, le rôle qui était supposé avoir Alice, c'était justement d'être celle qui fournissait les pièces, etc., qui était utile dans l'instruction de ces procès en canonisation, si on peut dire. Et elle, comme elle a une culture religieuse proche du néant, etc., qu'elle ne connaît rien, a priori, c'est la personne la moins qualifiée au monde. Donc, l'entrée d'Alice aussi dans ce monde est très très intéressante parce que comme elle a des yeux, un peu comme Mona, comme elle a des yeux de novice, des yeux neufs, en fait, on découvre cet univers assez fascinant, il faut dire, à travers elle. Je tiens à préciser que le livre n'est pas prosélyte du tout. C'est pas une ode au catholicisme, engagez-vous, c'est pas ça. Mais en l'occurrence, il se trouve qu'il y a des personnages bienveillants dans ce milieu. Ce qui est plutôt courageux parce qu'en général, en littérature, au cinéma, c'est l'inverse. Et là où Alice va peut-être trouver la lumière, justement, c'est à travers ce travail. Parce que il y a ces femmes autour d'elle, et il y a aussi parce que lorsqu'elle regarde les rapports, etc., qu'elle découvre péniblement sur les saints, en fait, elle découvre des vies de dureté, des vies de souffrance, elle se dit, mais en fait, ils vont peut-être pouvoir lui donner un peu de force. Voilà. Elle peut puiser. Elle, même si elle n'a pas de culture religieuse, elle peut puiser dans l'exemple de certains saints, anciens ou modernes, une force et une lumière qui peuvent lui servir. Et donc, est-ce que Alice va réussir à arrêter de nous énerver? Parce que c'est tout l'enjeu du livre. Et moi, j'ai trouvé ça remarquablement écrit. On s'attache très très vite à Alice. On voit les efforts que fait sa famille, sa sœur, pour la récupérer. Si vous lisez ce roman, la scène de la sœur qui met le pied, qui met le pied dans la porte pour se confronter au compagnon, etc. Et quand vous voyez la façon dont Alice se comporte à ce moment-là, vous avez envie de la secouer. Moi, je l'ai ressenti physiquement. Donc, j'espère que le talent de Tiffany Tavernier pour vous énerver, pour vous secouer vous-même, vous sautera aux yeux. Et pour moi, c'est un très très beau roman. Alors c'est chez Ulma, je crois. Ils ont toujours un choix éditorial, je trouve, très très intéressant. Sabine Vespizer. Sabine Vespizer. Ouais. Sabine Vespizer. Ouais. Moi, je vous recommande ce roman dont vous entendrez moins parler que je. Ouais. Oui. Alors, un inédit.
un inédit d'un grand nom, Garcia Marquez. Donc un prix Nobel de littérature, un texte qui exhumé, alors qui n'était pas complètement fini, mais qu'on a jugé bon quand même d'éditer. Et nous verrons en août. C'est un roman presque sulfureux, presque érotique, qui a été prix Nobel en 82. Je suis pas sûr, ce sera vérifié. Et qui raconte l'histoire d'une femme. Alors ça se passe dans les Caraïbes. Et donc c'est une femme, tous les ans, elle prend un petit bateau, une petite navette pour aller sur l'île sur laquelle repose sa mère. Et elle dépose toujours un bouquet, un peu comme Victor Hugo, brillant en fleurs. Et puis un jour de folie, elle passe une nuit avec un inconnu dans le petit hôtel. Et cette nuit, avec cet inconnu qui en plus, il y a un malentendu, il lui laisse une petite somme d'argent sur la table de nuit. Donc il l'a pour une... Ça la travaille. Mais l'année d'après, elle décide de remettre le couvert. Et en fait, elle recherche cet inconnu parce qu'elle a envie d'explications. Qu'est-ce qui a pu faire croire que... Et en fait, elle va pas retomber sur lui, mais sur un autre. Et comme ça, d'année en année, elle va se faire une petite collection de mecs. Parce qu'elle est très très belle, hein, cette femme. Elle a 45 ans, elle a des yeux extraordinaires. Et elle séduit un peu comme elle veut. Anna Magdalena, si vous voulez découvrir sa vie, sa vie amoureuse, écrite par un prix Nobel. Voilà. Ça aurait pu être de la new romance de très très haut niveau. Je l'attendais. On pourrait presque le mettre en On va le mettre là. Où est-ce que j'en suis au niveau du temps? Alors, il faut que j'aille plus vite. mes notes, mettre des cœurs partout. Moi aussi, j'ai pas mal de cœur. 10h51. Voilà. À chaque fois que je change, j'en ai un petit coin qui fait pourquoi pas non, mais je vais mettre un cœur sur la nuit, c'est n'importe quoi. Alors, un titre, j'aurais tendance à conseiller aux lecteurs les plus motivés. C'est un titre qui est plus complexe, qui fait appel à plus de références. Olivier Rollin, Jusqu'à ce que mort s'en suive. Mais qui se mérite, mais qui est extraordinaire si on donne sa chance. La condition sine qua non, c'est d'avoir lu Les Misérables. Bon, c'est jouable. La deuxième condition, c'est de s'intéresser à l'histoire. Aussi. Et puis la troisième exigence, c'est quand même de ne pas avoir peur de se frotter à un auteur qui a une écriture exigeante. Olivier Rollin. Olivier Rollin a relu Les Misérables et il y a une phrase qui lui a sauté au visage. Qui s'est dit, mais c'est incroyable cette histoire. En fait, Victor Hugo avait fait une longue pause, il avait mis 15 ans entre sa première partie des Misérables, il avait fait une pause, son exil, etc. Il avait repris après, et entre-temps, il y avait eu des événements de 1848, etc. Donc, c'est après ça qu'il a d'ailleurs décidé de nommer son roman Les Misérables. Avant, ça devait s'appeler Les Misères. et il décrit donc, dans son roman, deux barricades extraordinaires et totalement dissemblables, à quelques rues d'écart. Donc il y a une barricade qui est une espèce de chaos grimpant extraordinaire, des mètres et des mètres de tout et n'importe quoi. Cette barricade est tenue par des insurgés menés par un ancien capitaine de la marine, un type charismatique à la voix forte, un gaillard qui entraîne avec lui. Son nom m'échappe. Comment il s'appelle ce gars-là? Frédéric Cournet. Et quelques rues plus loin, vous avez une barricade qui est son exact opposé. C'est-à-dire un truc au cordeau. Il n'y a pas une chaise qui dépasse. Tout est nickel, c'est carré. Il y a des meurtrières. C'est fait de façon obsessionnelle. C'est militaire, c'est nickel. Donc ces deux barricades sont aussi impressionnantes l'une que l'autre. Elles terrifient les soldats qui arrivent devant. Ces deux barricades
Alors, c'est surnommé à l'époque Charib des Scylla. C'est les deux barricades. Et l'autre barricade est tenue par un ouvrier pâle, sinistre, encore une fois l'opposé du capitaine qui s'appelle Barthélemy. En fait, vous avez deux barricades et deux leaders d'insurrection qui sont totalement opposés. Et ils sont décrits brièvement par Hugo qui dit dans une phrase, ces deux types se haïront infiniment et l'un finira par tuer l'autre dans un duel à l'ombre. Cette phrase-là, elle saute au visage d'Olivier Rollin et il veut savoir si Hugo a inventé ces personnages et s'ils ont existé, quelle a été leur vie, comment... Et il se trouve qu'Hugo ne les a pas inventés. Et donc, Olivier Rollin a fait un travail d'archives extraordinaire. Il a lu toutes les gazettes de l'époque, aussi bien à Paris qu'à Londres, parce que ces deux types, en fait, après que le retour à l'ordre ait été effectué, sont devenus des proscrits et ils ont été obligés de s'exiler en Angleterre pour ne pas être exécutés. Et ces deux types se sont haïs au point de se livrer à un duel qui a été surnommé par les Anglais The Last Duel of London. C'est la dernière fois qu'il y a eu un duel à Londres. Donc, c'est pareil, et il a été sur les lieux, il a retrouvé le carré de gazon, etc. Et donc c'est une promenade, ce bouquin c'est une promenade, c'est presque pas un roman, c'est une promenade à travers les rues de Paris d'abord, les rues de Londres, et à travers la vie de ces deux gars, qui sont deux façons aussi d'aborder la Révolution opposées. C'est pour ça qu'ils se haïssaient. Il y en a un, c'est une espèce d'aventurier intellectuel, c'est-à-dire qui vient plutôt d'un milieu aisé, qui choisit la Révolution par idéal, par noblesse de cœur, etc. Et l'autre qui, au contraire, choisit la Révolution presque par nécessité, parce que lui, il vient du milieu ouvrier, lui, il a vécu la souffrance et il ne la supporte plus. Donc ces deux types, c'est un peu comme la gauche et le milieu ouvrier. Ces deux types qui ne se supportent pas forcément, et qui pourtant vont porter le même drapeau pendant les événements. Et ça va mal finir. Donc qui va tuer qui? Le grand, le petit? Sachant que l'autre, celui qui n'aura pas, il va être accusé de meurtre par ailleurs à Londres. Ils ont des vies romanesques au possible. Et découvrir ces vies, c'est absolument passionnant, avec un guide d'une érudition extraordinaire. C'est absolument génial. Donc, faut pas avoir peur de se lancer. Ça se lit, c'est passionnant. Alors, Elizabeth Jane Howard, est-ce que ce nom vous est familier? Vous n'avez pas lu la saga des Casale? Parce que ça a été un événement en librairie. Ça s'est vendu par ça a bien marché. Par milliers, la saga des Casale. Oui, j'ai pas aimé. Je suis pas rentrée dedans. Bah, en tout cas, il y a eu suffisamment de lectrices, parce que c'est surtout des lectrices emballées pour qu'il y ait le 2, le 3, le 4, le 5 qui soient édités et qui fonctionnent très très bien. Et donc, Elizabeth Jane Howard, suite au succès retentissant de la saga des Casale, tous ces textes, en fait, on s'empresse de les ressortir. Et donc, la longue vue est le dernier texte republié de cette autrice britannique qui là raconte l'histoire d'une. Alors, ça se passe souvent dans la haute société britannique. Et je crois qu'on est dans les années 50 dans son histoire. Et une mère va marier sa fille. Et l'occasion, elle subodore que le mariage ne sera pas forcément heureux. Et en fait, l'occasion de ce mariage pour le roman, c'est que cette mère se replonge elle-même dans son propre passé et dans son propre mariage qui ne lui a pas apporté que des bonheurs. Donc en fait, elle repart dans le passé. Et elle voit la femme qu'elle était, la femme qu'elle est aujourd'hui, la femme qu'elle était il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans, et jusqu'au moment de son mariage, et juste avant son mariage. Et c'est à travers sa propre destinée, c'est aussi une façon de voir le mariage dans la société britannique à l'époque. Il y a un petit côté, je ne l'ai pas lu, mais quand on lit les critiques ou les commentaires, il y a un petit côté austin dans l'intention de l'autrice. Voilà, donc critiquer la rigidité
la rigidité sociale régnant dans la haute société britannique. Alors, un livre qui divise la critique. L'origine des larmes de Jean-Paul Dubois. Alors, soit dithyrambique, soit massacreur du livre. Moi, je ne l'ai pas lu, mais j'ai envie de le lire parce que je trouve que la situation de départ est assez géniale. C'est un type qui tue son père de 2 balles dans la tête, alors que son père est déjà mort. Il va à la morgue. il va à la morgue et il tire 2 balles dans la tête. Donc, un parricide c'est ça. Et donc, il lui en veut. Ouais, c'est exactement ça. Il lui en veut. Mais alors, la question, c'est pourquoi il lui en veut. Et c'est tout l'objet du livre. C'est pourquoi il lui en veut. Et déjà, il y a la justice qui ne sait pas trop comment trancher le truc. Ok, il a assassiné son père, mais son père était déjà mort. Qu'est-ce qu'on fait? Et donc, ils ne vont pas l'envoyer en tôle, mais ils vont lui donner une obligation de soins psychiatriques. Et donc, il va donc chez ce psy. Et en fait, c'est au cours de ces séances chez le psy. Alors, un psy aussi très très original parce que le type, il a une maladie dont le nom m'échappe, mais il a l'œil droit qui pleure tout le temps. C'est un nom en A, RPA, je sais pas, un nom comme ça. Et donc, ce psy aussi est très très original et pas forcément très net non plus. Et donc, voilà, le type va se raconter auprès du psy et sortir ce qu'il a à sortir, c'est-à-dire un passé extrêmement lourd avec un père détestable. Sachant que la propre naissance de ce personnage... Alors Jean-Paul Dubois, il nomme toujours ses héros Paul ou Jean-Paul. Donc il met aussi beaucoup de lui-même dans l'histoire, vous l'avez compris. Et donc il est né, ce gamin, en donnant la mort à sa mère et à son jumeau. Donc vous voyez, il y a déjà un truc qui est très lourd. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc il y a quelque chose de très très psy. Très très psy. Et donc ces séances avec le psy, ça doit être quelque chose. Parce que le personnage du tueur et le personnage du psy ont l'air tellement incroyables que moi ça m'a plutôt donné envie de le lire. Donc il est sur ma grosse pile. Mais c'est vrai que j'ai écouté Le Masque et la Plume, mais il s'est un peu massacré. Les Dubois que j'ai lus précédemment m'ont toujours convaincu. Donc moi, je pense que je vais quand même céder à la tentation. Cette situation de départ est tellement folle, absurde. Moi, ça m'intéresse. Ouais. Absolument sublime. Le murmure de Christian Bobin. Alors là, vous êtes dans un autre registre. Vous êtes dans la poésie en prose. Et Le Murmure est un livre très très émouvant quand on sait dans quelles circonstances il a été écrit. C'est le livre que Christian Bobin a produit dans ses derniers mois, alors qu'il était sur son lit de souffrance et qu'il savait que c'était ses dernières heures. Donc c'est vraiment le dernier jet, le dernier envol du poète. Et en fait, rien que le titre, alors moi le titre je le trouvais beau, Le Murmure, c'est poétique, c'est joli, on imagine qu'il murmure à l'oreille du lecteur. Mais en fait, j'ai découvert dans le livre le sens réel qu'il y a derrière Murmure, et c'est encore plus beau et encore plus poétique. En fait, le murmure, c'est le nom qu'on donne à un moment précis du vol des étourneaux. Quand vous avez ces masses de milliers d'oiseaux dans le ciel énorme, quand ils rencontrent un obstacle, les masses se divisent en deux et se reforment juste après, dans un mouvement extrêmement fluide et coordonné. Vous avez tous vu ça? Ce moment précis, ça s'appelle un murmure. C'est très très beau, ce moment. Et donc, le murmure, c'est parce que, se considérant lui-même comme une sorte d'étourneau, et qu'il a été séparé de celle qu'il aimait pendant quelques années, il se dit, après ma fin, on va se retrouver. C'est très très beau. Mais ça n'est que ça n'est que des pages d'une grande beauté. Vous pourriez ouvrir n'importe quelle page, quasiment à chaque... pour ne rien perdre du temps, commencer par le perdre.
Ah oui, il y a un truc. Ouvrir un livre, c'est réveiller la mère qui viendra enfin prendre soin de nous. Ce sont que des phrases comme ça. À la limite, il faudrait presque prendre une page par jour, pas plus, et juste goûter la musique des phrases ou le sens philosophique ou poétique des mots. Alors parfois, il y a des phrases qui semblent totalement anodines, et puis la troisième, paf, ça vous transperce le cœur. Vous dites, tiens, ça j'aurais pu l'écrire, mais la phrase d'après, non. C'est vraiment un auteur extraordinaire. Alors c'est touchant parce que il y a un feu, il y a une joie, c'est pas du tout une lecture plombante, c'est le contraire. Le contraire d'une lecture plombante. C'est beau, c'est plein de feu, plein d'énergie. Et par contre, on voit qu'il a une espèce d'obsession de vieillard. Il est obsédé par l'image d'un pianiste, dont le nom revient sans cesse dans son ouvrage, c'est Sokolov. Alors je ne sais pas si vous connaissez Sokolov. Moi, je ne le connaissais pas avant de lire Bobin. Mais du coup, j'ai été sur Google pour voir qui était ce Sokolov dont la musique l'obsède dans ses derniers jours. Et le personnage l'obsède aussi. Et effectivement, quand on voit Sokolov jouer, on se dit, mais je comprends Bobin. En fait, ce qui est extraordinaire avec Sokolov, c'est que c'est le contraste entre l'homme qu'il semble être et quand il se met à jouer la délicatesse infinie. Je ne sais pas si vous avez vu Batman, mais dans Batman, il y a un méchant qui s'appelle le Pingouin. Et bien, Sokolov, c'est le Pingouin avec la tête de Monsieur Saladin, des chiens. Donc, quand il arrive sur scène, on se dit, ah oui, d'accord, c'est un drôle de personnage. Et alors, quand il se met à jouer, mais c'est la suspension du temps terminée, allez, hop, c'est extraordinaire. Et moi, je vous recommande, si vous aimez la musique classique, évidemment, les adaptations de Rameau que Sokolov a produit, la façon dont il adapte le clavecin au piano, la dextérité, la légèreté, c'est absolument superbe. Franchement, c'est extraordinaire. Et donc, bah voilà, il y a plein de choses. Il y a la musique. Il y a aussi, alors pour la première fois, il y a aussi des énervements. Parce que je ne sais pas si vous avez lu Bobin par ailleurs, mais c'est quand même un pur et un doux. Bobin, c'est pas un énervé. Il s'est placé assez tôt sous le patronage d'un moine zen qui s'appelle Ryokan, qui écrivait des haïkus absolument sublimes. Et donc, il est dans cette tradition-là, dans cette filiation-là. Et là, pour la première fois, dans ces dernières heures, dans ces derniers jours, il se permet de quelques énervements. Et surtout contre le bruit. Il ne supporte plus le bruit. Et d'ailleurs, il s'énerve que les gens applaudissent Sokolov. Ils n'y comprennent pas que ce type s'est acharné à produire le beau et le silence, à imposer le silence pendant 2 heures, et il brise le silence qu'il vient de créer. Quelle bêtise. Donc, il y a énormément de choses. Chaque page est riche de 1000 choses. C'est sublime. Vraiment, un livre à savourer. Et d'autant plus touchant que c'est le dernier d'un géant. Voilà, il y en a quelques géants qui nous ont quittés ces derniers temps. Bobin, un peu plus. Moi, je regrette aussi Telet. Ça m'attriste infiniment de songer qu'il n'y aura plus de Jean Telet. Ça me réjouissait tellement chaque Jean Telet. Sauf le dernier que j'ai pas voulu lire parce que. Il était inachevé, de toute façon. Ouais, et puis la fin artificielle avec des auteurs, un collectif d'auteurs qui a terminé le bouquin. Mais ne plus avoir de Telet dans une entrée littéraire, ne plus avoir de Bobin, pour moi, c'est des piliers. Ouais, c'était vraiment. Je savais que j'avais deux coups sûrs, que 2 livres qui allaient me plaire à peu près certainement. Mais bon, ils manqueront. Alors on passe du coq à l'âne. Guillaume Musso, quelqu'un d'autre. Alors une affaire. Alors c'est des livres qui sont placés en littérature blanche, mais qui pourraient être aussi bien figurés dans la section policière, puisque ce sont des romans policiers en fait. Il y a même du fantastique, un petit peu, quelques touches de fantastique, peut-être pas dans celui-là, hein, mais... Non, pas dans celui-là apparemment, parce que en fait c'est l'histoire de... Alors elle a son nom, Oriana Di Pietro. On est sur la côte d'Azur, il y a un yacht qui dérive sur la belle Méditerranée, à bord du yacht, une femme assassinée, Oriana Di Pietro. Et donc c'est l'enquête. L'enquête qui va tourner autour de 3 suspects,
le mari, la maîtresse du mari. Il y a un troisième personnage, Fabien, tu vas peut-être pouvoir me rappeler qui. Le pianiste. Alors ça c'est le mari, le pianiste. Pardon. L'insaisissable Adèle, sa jeune maîtresse. Oui, la maîtresse, et il y en a un troisième. Justine, la policière locale chargée de l'enquête. Ah oui, qui est peut-être pas honnête non plus. Hum. Et en fait, les trois versions, Musso restitue les trois versions. Et il donne même la version de la défunte. Sachant que l'idée, c'est que personne ne ment. Mais finalement, où est la vérité? Voilà, c'est ça. C'est 4 points de vue sur la fin qui vous permettront de connaître la vérité. Donc encore une fois, de mon point de vue, enfin c'est subjectif, mais Guillaume Musso appartient à cette catégorie d'auteurs qui ont des scénarios, des idées géniales qui sont formidables de mon point de vue, peut-être à retranscrire en série ou au cinéma. Mais moi, il me manque pour avoir essayé Musso aussi, il me manque un peu de matière. Ouais, un peu de densité. Dans les descriptions psychologiques, même physiques, que le personnage ne soit pas seulement grand, brun aux yeux pénétrants, mais savoir plus. Donc si le jour où Musso ajoutera ou Dicker ou Lévy ajouteront à leurs idées scénaristiques formidables de la matière littéraire, voire même une pensée plus politique, là ça pourra devenir absolument formidable. Parce que les bonnes idées, ils les ont. Mais c'est juste la transformation qui, moi, me laisse un peu sur la fin. Sur ma fin. Vraiment remarquable. La pouponnière d'Himmler. Alors là, on est sur la problématique de ce qu'on appelle les Lebensborn. Ça, vous connaissez. Et donc, c'est la découverte, en fait, de la vie à l'intérieur de l'un de ces sites dans lesquels, qui étaient des pouponnières, pour ne pas dire un terme pour des poules pondeuses, prises aux quatre coins de l'Europe pour produire le nouvel homme arien, le guerrier qui allait servir le nouvel empire, le Reich de Milan. Un eugénisme total, c'est ce qu'il a raconté. Ouais. Et on découvre ça à travers le regard de plusieurs personnages. C'est ça qui est intéressant. L'une de ces femmes, qui est une Française, on est en 1944 au début de l'histoire, une Française qui a été rapatriée de l'ouest de la France avec le crâne tondu, vous voyez, qui va donc donner naissance à un jeune homme ou une jeune femme très blonde, sans doute, puisqu'elle correspond aux critères physiques et qu'elle a une aventure avec un Allemand. Là, vous voyez vraiment des femmes de tous les horizons, mais qui sont censées correspondre aux critères physiques. Sélectionnées, ouais. Et d'ailleurs, ces femmes reçoivent de temps en temps les visites de dignitaires du Reich qui viennent les féliciter pour leur rôle, etc. Il y a une visite d'Himmler, c'est très instructif, très intéressant. Il y a des cérémonies absolument fascinantes. Il y a la cérémonie du nom. Il y a un moment où on nomme collectivement le gamin pour qu'il ait un nom bien arien. Et puis, il y a un autre point de vue sur la question qui est le point de vue d'une infirmière, qui est là, d'une nurse qui est là pour aider ces femmes, pour faire en sorte qu'elles soient dans... Parce que la pouponnière, elles sont vraiment dans un confort extraordinaire pour l'époque. Elles sont dans un château, un cadre magnifique, verdoyant, elles sont nourries comme personne n'est nourri en Europe à l'époque, même pas les autres Allemands. Donc elles sont vraiment... pas des coques en pâte, des poules en pâte, on va dire. Mais le problème, c'est que la guerre approche. Les bruits de la guerre se rapprochent, on est en 1944, et donc il commence à y avoir une certaine forme de pression sur ce petit paradis artificiel. Il y a le troisième point de vue aussi, c'est le point de vue d'un jardinier qui, lui, a été tiré d'un camp de concentration. Donc, au travers de ces trois points de vue, vous avez une description assez passionnante de la vie, parce que sinon ça reste extrêmement théorique en fait. On a l'idée, on a le cours d'histoire. Voilà. Là, ça prend cher, on voit les femmes, leur rondeur, leur maternité, leur douleur, alors, un peu comme les Spartiates. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce rituel spartiate absolument terrifiant. Lorsqu'une mère
partent donner naissance à un bébé, on prenait le gamin en haut d'une montagne, on le présentait à un conseil d'anciens, et les anciens jugeaient s'il était digne d'être un guerrier spartiate, et si ce n'était pas le cas, bah là c'est presque pareil. C'est-à-dire que, a priori, on a des mères idéales, des pères parfaits, mais parfois le résultat n'est pas à la hauteur des espérances. Et là, les enfants sont arrachés à leur mère. Au revoir. Tu le reverras plus jamais. Par contre, tu vas essayer de faire mieux la prochaine fois. Donc il y a aussi un rapport à la maternité, à l'enfant aussi qui est décrit, qui est intéressant. La douleur, l'arrachement, faire le deuil de son enfant, c'est tout ce que décrit avec beaucoup d'humanité Caroline de Mulder. C'est très très bien restitué. Et il y a aussi une absence de manichéisme aussi qui est très intéressante. C'est-à-dire que les personnages ne sont pas caricaturaux. Et on voit par exemple l'infirmière évolue, elle qui est au départ une nazie totale, quand elle voit la façon dont on traite certaines femmes, etc., elle se dit mais on n'est pas dans l'erreur là, est-ce qu'on n'est pas inhumain? Elle vacille. Donc c'est pas figé. Un peu comme pour ceux qui avaient lu le Bal des Folles de Victoria Mack, où il y avait cette infirmière en chef qui au départ était totalement dévouée à Charcot, qui l'idolâtrait, c'était son dieu. Puis au fur et à mesure qu'elle côtoie les femmes qui sont réservées à ces expériences, elle commence à être saisie par le doute elle-même. Jusqu'à plus tard, pas divulgacher, mais à devenir la complice d'une évasion. Donc voilà, très très bon roman. Donc c'est romancé? Oui, c'est un roman. C'est un roman, mais totalement aussi construit sur une réalité historique. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est vraiment l'histoire d'un lieu qui a existé. C'est juste les personnages qui y vivent, qui sont inventés, en fait, c'est des archétypes. Un peu comme dans la Louisiane, vous avez des archétypes des femmes qui sont parties, mais elles sont très très réalistes. Et c'est plausible. Elles auraient pu... Il n'y a aucune femme qui a témoigné en vrai? Ah si, plein. Oui, il y en a. Oui. Mais pas trop vous en dire, mais par exemple, quand les armées alliées approchent, ces femmes elles vont être abandonnées. C'est-à-dire que tout le monde prend la fuite, on les laisse là. C'est très très intéressant. Mais un polar pour changer. Arnaldur Indridason. Alors ça je pense que c'est la meilleure vente en librairie en roman policier. Sur son nom, Indridason, le grand romancier islandais. Alors vous aimez bien, vous avez lu. Voilà, vous allez retrouver. Alors c'est pas forcément le personnage préféré des lecteurs et des lectrices qui préfèrent Erlendur, c'est bien. Là c'est Conrad. Ouais. Et c'est le personnage de Conrad qui plaît un peu moins parce que c'est un personnage plus sombre, plus torturé. Et là, à Conrad, il va lui arriver un drôle de truc. C'est qu'une femme âgée trouve dans les affaires de son défunt mari un pistolet. Elle le ramène à la police parce qu'elle n'a pas l'intention de le garder. Et la police découvre que ce pistolet a servi à tuer. Et ce meurtre pourrait avoir un lien, direct ou indirect, avec le meurtre du père de Conrad, un meurtre qui l'obsède d'enquête en enquête. Donc, c'est un livre qu'il faudrait idéalement lire après les 4 précédents consacrés à Conrad, puisqu'il y a des références qui peuvent rendre la lecture plus agréable. Vous pouvez le lire indépendamment, mais c'est un peu comme pour toutes les sagas policières, islandaises, danoises ou norvégiennes. Les héros sont construits sur le temps. Donc, par exemple, si vous avez lu Jussi Adler-Olsen, vous connaissez peut-être l'inspecteur Mork. C'est pareil, lui il a une vie familiale qui a un impact sur son métier. C'est-à-dire qu'il a une femme, une ex-femme, un problème personnel. Le problème personnel se mêle à la vie de policier, c'est ce qui rend ces personnages vivants et attachants. Et donc Conrad, il va encore, je vais être trivial, il va encore emmerder ses collègues, parce qu'en fait Conrad est à la retraite. Mais il ne peut pas s'empêcher d'aller, il n'arrive pas à couper, et donc il va toujours se mettre sur le dos de ses collègues, pour savoir ce qui se passe, les enquêtes en cours, etc. C'est un peu de poil à gratter. Et là, il va vraiment se coller à eux parce qu'il veut savoir.
Voilà. C'est aussi l'occasion pour Indra Dasson d'évoquer les années 60 en Islande, qui n'étaient pas des années glorieuses, où il y avait de très très gros problèmes sociaux. Et c'est ce que raconte Indra Dasson. Donc, la fin de l'affaire Conrad, c'est-à-dire cette obsession Conrad, elle trouve son chapitre final avec celui-là, et la découverte des années 60 d'une société islandaise qui était très 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 rigide aussi, avec des problèmes très très graves de pédophilie, d'homophobie, etc. Une société dure. Parce que comme elle a bien changé la société islandaise et que maintenant c'est une société très ouverte sur le tourisme, etc. Et très très présente à l'Eurovision, on n'imagine pas ce que ça pouvait être. Société, les problèmes sociaux en Islande à l'époque. Alors ça peut être un livre à réserver aux amoureux et amoureuses de Paul Auster. C'est probablement, il l'a dit lui-même, son dernier roman. Et à travers les aventures de Baumgartner, un professeur d'université qui lui ressemble étrangement, il se livre à une rétrospective. En fait, ce professeur fait un retour sur sa vie, et à travers ce retour, évidemment, on peut y voir plein d'éléments autobiographiques. Donc, moi, c'est un des auteurs que j'ai jamais lu, Paul Auster, une des légendes de la littérature. Tu l'as lu, toi, Julie? Des légendes de la littérature. Alors, apparemment, il faut lire absolument la trilogie new-yorkaise. Ouais, et puis, il paraît qu'après la trilogie new-yorkaise, c'est moins bien. Non, après, tu vas jusqu'à La musique du hasard et Moon Palace. C'est vrai qu'après, c'est un peu, peut-être un peu en dessous, mais c'est super. Mais Moon Palace et la trilogie new-yorkaise, La musique du hasard. Oui, la vie du supplémentaire. Donc, vous qui êtes des austériens convaincus, vous ne pourrez pas manquer ce bouquin qui donc est présenté comme son dernier par lui-même. Et il se rappelle, alors ce professeur d'université se rappelle de son épouse qui était poète, etc. Donc évidemment, il fait référence alors son nom est compliqué à dire, Siri Ousvet. Donc en fait, c'est que ça, c'est Paul Auster qui se raconte indirectement, qui raconte ses ancêtres qui vivaient en Ukraine, etc. Mais à travers ce personnage fictif. Donc, Baumgartner, chez Actes Sud. Ce bouquin de Nancy Houston, le dernier, qui a l'air très très particulier, peut-être pas pour tous les publics, mais rencontre un franc succès avec Francia. Alors Francia, c'est l'histoire d'une prostituée transsexuelle opérant au Bois de Boulogne à Paris. Et Nancy Houston restitue dans un premier temps la biographie de celle qui va devenir Francia. Donc une vie très difficile, vous imaginez bien, avec parce que très très jeune, j'essaie de chercher son nom originel, mais je trouve pas. Ruben, voilà. Ruben qui vivait en Colombie se découvre plus fille que garçon, en subit les conséquences extrêmement violentes, rejet du père, etc. Et Ruben va devenir Ruby avec un Y. Et Ruby va devenir prostituée, et Ruby va aller travailler en France, et va devenir en quelque sorte la grande sœur d'un groupe de prostituées sud-américaines opérant au Bois de Boulogne. Pourquoi Nancy Houston a écrit ce bouquin? C'est parce qu'elle était choquée par un fait divers qui a eu lieu à Paris avec le meurtre de celle qui aurait pu être Francia. Et comme elle doit vivre pas très très loin, et qu'elle s'est beaucoup intéressée à ces hommes et à ces femmes qui travaillent dans la prostitution parisienne, ça l'a touchée, elle a voulu rendre une sorte d'hommage, si on peut dire ça. Et elle a aussi voulu, et c'est là que l'exercice est considéré comme moins réussi par la critique, donner des portraits robots, en quelque sorte, une sociologie de la clientèle.
c'est-à-dire qu'elle dresse 17 portraits d'hommes qui vont trouver Francia. Et à chaque fois, Francia trouve le moyen de satisfaire ce client en fonction de son profil. Et donc il y a un travail de sociologie, alors qui pour le coup est plus artificiel. C'est-à-dire que là, on voit bien les recherches, sociologie, psychologie, pour établir les profils de ses clients. Donc, je ne l'ai pas lu, mais ça doit être assez intéressant. Nancy Houston. Alors après les prostituées du bois de Boulogne, on va passer aux fées. Aux fées des côtes de Bretagne, de Galicie, d'Irlande, d'Écosse. Voilà. Sylvain Tesson. Sylvain Tesson, dont il avait beaucoup été question à l'occasion du printemps des poètes, puisqu'il a été... Sacrée polémique. Oui, il s'en est pris plein les dents, le Sylvain. Oui, il a quelques amitiés d'extrême droite qui ont fait que sa légitimité en tant que président du printemps des poètes a été remise en cause. Donc, quel que soit le background ou les amitiés de Sylvain Tesson, on peut dire que Sylvain Tesson, son problème finalement, c'est peut-être qu'il est fidèle en amitié. D'ailleurs, ça s'est vu avec par exemple, La Panthère des Neiges, où c'est vraiment lui qui a fait Vincent Munier, où il a vraiment porté son copain pour que ses photos soient connues, pour qu'il y ait un film, etc. C'était même trop. La Panthère des Neiges, le livre, La Panthère des Neiges, le livre du livre, La Panthère des Neiges, le livre avec les photos, La Panthère des Neiges, le film, La Panthère des Neiges, le livre du film. Il a vraiment décliné le truc au maximum pour que son copain Munier ait une exposition maximale et touche des bons dividendes. Donc c'est un bon copain, Tesson. Bon, il se trouve que son parcours personnel fait qu'il a été effectivement en contact à travers... Il a commencé sur Radio Courtoisie, donc c'est plutôt des gens de droite qui ont financé ses premières expéditions. Donc il en a gardé une forme de reconnaissance et de fidélité. Quel que soit son parcours, n'empêche pas que c'est un immense écrivain. Et que à chaque fois qu'il nous emmène quelque part, il le fait avec une plume extraordinaire. Et là, on change un peu de décor, puisque là, il vous emmène en bateau, à pied, parfois il y a des escales, sur toutes les côtes du monde celtique, où il invoque l'aventure arthurienne, les créatures des légendes celtiques, etc. Voilà. Donc si vous si vous avez rêvé d'aller sur l'île de Man ou de Man, ou si vous avez été en Écosse, dans les Highlands ou sur les côtes bretonnes, plus près de chez nous, je pense que vous retrouverez un certain nombre de sensations, d'images qu'il sait convoquer avec un talent fou. Par exemple, si vous avez lu Sur les chemins noirs, c'est un livre qu'on peut comparer. C'est-à-dire que les chemins noirs, c'est merveilleux, mais si en plus vous connaissez la terre qu'il traverse, par exemple, moi, ma famille est du Cotentin, je trouvais que les pages finales sur le Cotentin sont superbes, j'ai vraiment l'impression d'y être. Ouais. Ouais, c'est ça. Du coup, le Mercantour Limousin, moi je connaissais pas, donc ça m'intéressait, je trouvais que c'est très 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 bien raconté, mais à partir du moment où il vous raconte un paysage qui vous est familier, je trouve que là, son talent est encore plus vif. Donc, Il nous emmène avec lui. C'est ça. Il peut aussi nous emmener en Grèce avec Homère. Il peut nous emmener... Ouais, c'est ça, d'Ulysse. Il peut vous emmener aussi au bord d'un lac en Sibérie. Il a un talent fou. Il écrit aussi... Il a une écriture très poétique. Sa légitimité en tant que poète me semble pas discutable. Il a des aphorismes merveilleux. Il a tous les talents en fait littéraires. Il est même un prince de la nouvelle. Je ne sais pas si vous avez lu ses recueils de nouvelles. Il avait eu le prix Goncourt de la nouvelle dans les années 90. C'est des petites merveilles. Voilà, un auteur extraordinaire qui est au cœur d'une polémique, mais je pense que ça durera pas. Ça durera pas.
Autre auteur à succès, David Fuenquinos, qui a renoué avec un vrai gros succès commercial avec ce bouquin La vie heureuse. Un petit sourire de Fabien, Non, un commentaire. J'attends. Je sais que tu attends celui-là. Oui, je piaffe Mais d'impatience. en attendant, Fuenquinos qui raconte. Alors, ça raconte d'abord l'histoire de deux personnages. Un type qui a fait une carrière de fou chez Decathlon, mais qui tourne en rond, qui s'ennuie, et dont une amie d'école, qui est devenue directrice de cabinet d'un secrétaire d'État au commerce extérieur, se rappelle de lui, voit la carrière qu'il a faite et l'appelle pour venir travailler avec elle dans ce cabinet. Donc il y a une dimension d'abord un peu sociologique et politique dans la toute première partie du roman. Ces deux personnages travaillent ensemble, leur but c'est de faire venir des investisseurs en France, et à un moment donné, ils doivent convaincre des Coréens d'installer une usine de téléphone, je crois, sur le sol français. Et pour ça, il faut faire un voyage en Corée pour aller convaincre Samsung. Et c'est là que le personnage principal, cet ancien cadre de Decathlon, il va avoir un choc, lui qui est vraiment dans une vie un peu fermée, il n'a plus de contact avec son fils, il n'a pas de contact avec son ex-femme, etc. Il va assister à une pratique coréenne qui va le fasciner. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises en Corée où il y a beaucoup de suicides, un taux de suicide record, où pour redonner le goût de la vie aux gens, on simule leur mort. C'est-à-dire que vous payez la boîte, et la boîte vous fait assister à vos funérailles. Donc les gens viennent et font l'éloge funèbre, etc. Et ensuite, on vous enterre pendant quelques temps. Et quand vous sortez de là, vous avez repris goût à la vie. Au lieu de finalement, pas tout de suite. Et donc le gars, il expérimente ça, il se rend compte de tout ce qu'il a raté, de tout ce qu'il a envie de faire, etc. Donc il y a un rebond, le titre est là, s'accrocher à une nouvelle vie heureuse, et surtout il a une idée assez géniale commercialement, il va importer le concept en France. Voilà. Donc si vous voulez découvrir tout ce processus, eh bien, je sens que Fabien va le réserver. Vous ne pourrez pas le lire tout de suite parce que Fabien le réserve immédiatement. Voilà, c'est moi, mais je passe en premier. Alors j'ai ajouté à la littérature un témoignage parce que tout simplement, ça part comme des petits pains. Je connais pas bien l'œuvre musicale, artistique, parce que c'est une touche à tout, Camille Lelouch. Elle est actrice aussi. Ouais, elle est actrice, elle est chanteuse, elle est animatrice, elle fait un peu tout. Et apparemment, elle est pénible aussi. Elle est pénible aussi. Non, j'ai rien dit. Et donc, elle écrit déjà une forme de livre de conseils, de mémoire, qu'elle adresse à sa fille. Sur comment... presque une autobiographie. Donc, elle est jeune, hein, mais déjà, elle a des choses à dire. Oui, elle a 1000 vies. Elle a le droit de dire que petite, elle n'avait pas envie d'avoir de couette. Elle a le droit. Toujours est-il que, eh bien, Ça se voit bien. c'est un best-seller. Sur son nom, sur la sympathie qu'elle inspire, apparemment, c'est une fille... Enfin, moi, je la connais pas, hein. Je sais qu'elle a fait un tube avec Grand Corps Malade. Il faudra que je regarde. Elle est assez lumineuse, elle a plein d'humour, toujours un bon mot. Et du coup, les gens ont envie de la découvrir davantage. Je ne fais que témoigner et passer les livres qui fonctionnent. Je ne vais pas les boycotter, parce que c'est pas mon goût. Voilà. Ça existe, ça marche bien. Et ma foi, on peut être charmé par Camille Lelouch. Vous la trouvez intéressante. Comme on peut adorer, comme Fabien, l'œuvre intégrale de Marie-Bernadette Dupuis.
Ah ouais, qui, ça s'est fait attendre. si vous en manquez un dans votre propre collection, vous pouvez toujours demander à Fabien qui a l'intégrale. En double. Marie-Bernadette Dupuis, c'est la reine maintenant de la saga familiale dite un peu de terroir en France. Et elle a fait un nombre de cycles complètement fou. Je vous en parle. Alors ça, c'est le premier d'une nouvelle... je ne sais pas si je vais vous retrouver ça. Ah oui. Elle a fait la saga de Valjalbert, la saga du Moulin du Loup, la saga Angelina, qui avait très très bien marché, Angelina. La saga des Bruits, la saga du Lac Saint-Jean, la saga de Fémoreau, la saga d'Abigail. Abigail, ça avait cartonné aussi. La saga de l'orpheline de Manhattan, la saga de Laura, le mystère Soline, parmi les plus récemment parus, le château des secrets, etc., etc. Donc, très 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 productive. Est-ce que ça marche autant en librairie que chez nous Ça cartonne. Ça cartonne. C'est la reine. C'est la reine du genre, Marie-Bernadette Dupuis. Pour moi, c'est un pseudo. Elle est pas... Oui, ça fait un peu cliché. Je pense qu'elle doit approcher la cinquantaine. Je vais faire passer le livre, il y a une photo. Mais Fabien aurait pu vous montrer des photos dédicacées. Et Alban, donc c'est la nouvelle saga qui... non, c'est le début. Vous allez voir, il y a une petite étoile sur le livre. C'est le début. Il y aura 2, 3, 4. Oui. En fait, je la voyais plus âgée que ça. Ça fonctionne toujours comme ça. Oui, c'est à cause du prénom. Oui, et en plus... et la production. Des bibliothécaires qui voulaient la faire venir dans leur structure. Et elle ne se déplace plus. Alors moi, j'imaginais... Elle n'a pas besoin... Ah oui. Elle n'a pas besoin de se faire de la pub. Elle cartonne. Non, mais je pensais qu'elle était un peu plus âgée. Et donc là, alors il y a quand même une structure qui est assez... Il y a un savoir-faire, mais il y a une structure qui est un peu utilisable. Alors, vous êtes en Dordogne. Alors, c'est terrible parce que dans ce genre littéraire, vous avez des schémas en fait, qui sont un peu toujours les mêmes, mais qui sont déclinés sous différentes formes. En fait, ce qui change, c'est souvent le décor et quelques caractéristiques du personnage. Mais là, vous êtes en Dordogne, donc nouveau décor. Bah oui, vous allez vous plonger dans ces vallées, peut-être goûter quelques produits régionaux en même temps. Et vous avez une jeune femme. Alors, une jeune femme qui forcément, par rapport à son temps, là, vous êtes en 39. En général, ça se passe soit en 1913, soit en 1939. Mais vous pouvez être sûr que le gars va partir à la guerre. Ça, c'est sûr. C'est le schéma classique. Et voilà. Et généralement, la jeune femme est un peu en avance sur son temps. C'est-à-dire qu'elle est farouche, rebelle, libre, à la soif d'indépendance. Lisez la 4e de couverture, c'est ça. Et cette jeune femme se marie juste avant la guerre, contre la volonté paternelle. Mais c'est parce qu'elle est libre. Et le gars part à la guerre. Alors qu'est-ce qu'il va devenir et qu'est-ce qu'ils vont devenir? Surtout qu'un voisin malfaisant s'installe à côté, qui a des vues sur le domaine et qui a des vues sur Alban. Ah, voilà. Donc ça c'est la structure de base. Vous pouvez prendre la même sur à peu près 75% des livres où le gars part à la guerre, donc les champs sont plus moissonnés, la fille est en danger. Est-ce qu'il reviendra des tranchées? Là, est-ce qu'il reviendra de son camp de prisonniers? Mais il y a un savoir-faire, que je qualifierais presque d'artisanal. Il faut savoir camper ses personnages, raconter un décor, c'est pas si évident, raconter des vignes, raconter des vergers. C'est là le talent de l'autrice. Parce que la structure, elle est vue, revue 1000 fois. Mais savoir, à partir de cette... C'est comme une bonne cuisinière, en fait. Il y a la recette que tout le monde connaît, mais ensuite, il y a celle qui arrive à faire la tarte ou les bugnes ou l'omelette. Ah, c'est la mère Poulard. Voilà, c'est la mère Poulard de la littérature. C'est-à-dire qu'elle a un rythme, un fouetté
quelque chose qui fait que ce qu'elle produit est meilleur, ou intéresse plus, ou attire plus que les autres. Donc, pourtant, tout le monde sait faire une omelette. Tout le monde connaît la recette. Elle arrive. Parce que quand on nous demande quelque chose dans le même genre, en gros, qu'on donne quelque chose qu'on pense s'approcher, C'est pas pareil. c'est pas pareil. Ouais. C'est pas pareil. Non, mais il y a quelques noms qui ressortent dans le genre toujours, un peu Signol, Anglade, quelques autres dont le nom m'échappe, mais c'est vrai qu'il y a les papes du genre, et les papesses. Et Marie Berdène Dupuis, c'est la papesse des papesses. C'est elle qui trône en ce moment. Qui la détrônera plus tard, on ne sait pas, mais pour le moment, c'est elle qui règne. Voilà. Sur ce genre bien caractéristique. Mais à la limite, je dirais que son lectorat, s'il n'y avait pas ces recettes, s'il n'y avait pas ces choses bien identifiées, il serait déçu. Comme certains lecteurs de romans policiers aiment qu'il y ait une structure de telle manière, ils veulent que ça se passe comme ça. C'est un genre à part entière. On peut dire que c'est un genre littéraire. Il y en a à la bibliothèque. Oui, on a quasiment On a intégral. vraiment tous les tomes. Mais commercialement, en librairie, ça cartonne, et je suppose qu'en emprunt, Oui, c'est après, ça doit être ce aussi... qui a le mieux marché, en tout cas l'année précédente, en roman, catégorie roman. C'est ce qui sort le plus. Ah ouais. C'est impressionnant. Ça tourne, c'est réservé. Ouais. Il reste pas Ça, longtemps on sur n'a le... pas pu les lire. Bah, bien sûr, bien sûr. Faut faire des réservations. Hein. C'est comme ça. Non, mais ça marche bien. Alors là, on est dans un genre très 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 différent. Donc, je suis en train de chercher le prix littéraire qu'il vient d'avoir, Mathieu Bellesi. Il a eu le prix du livre inter en 2023 et le prix littéraire Le Monde pour son bouquin Attaquer la Terre et le Soleil, que vous devez avoir dans le rayonnage, je pense. Dans la mise en scène, c'est sûr. Ouais. Je sais pas. Donc c'est une des nouvelles voix littéraires françaises les plus remarquées. C'est un auteur qui fait une forme d'unanimité dans la critique et dont le thème est un thème récurrent. Lui, il écrit sur la colonisation de l'Algérie. C'est son sujet. Et dans Moi, le glorieux, déjà la couverture est intéressante. Est-ce que ça vous rappelle vaguement un film? Non. Apocalypse Now, non Apocalypse Now. Colonel Kurtz. C'est ça, le colonel Kurtz. C'est triste. Hein. C'est effrayant. Oui, c'est effrayant. Est-ce que vous vous souvenez de ce personnage joué par Marlon Brando dans Apocalypse Now? Cet officier, ce colonel perdu au fin fond de la jungle, effrayant, ayant une domination sur une espèce de groupe. Eh bien, Moi, le glorieux, il faut imaginer une sorte de colonel Kurtz, mais à la fin de l'Algérie. Au moment où l'Empire français s'effondre, où les Félagas sont victorieux, et où tous les colons partent. Tous les colons partent, sauf ce gars-là, dont le nom dans le roman, c'est Albert Vandel, qui est un nom romanesque, mais qui est inspiré de certaines figures de colons ayant vraiment existé. Et lui, c'est un type, il fait 145 kilos, c'est un costaud, c'est un type qui a été soldat, c'est un dur, il a peur de rien ni de personne, et lui, il décide qu'il va pas partir, et il s'enferme dans sa forteresse avec 100 fidèles. Un jusque-boutiste, un extrémiste total. Et à travers la figure de ce personnage, en fait, Bellesi veut montrer un visage. En fait, à chacun de ses romans, en fait, c'est une tétralogie qu'il consacre à l'Algérie, qui montre à chaque fois un aspect de la colonisation. Et ce personnage incarne un des visages de la colonisation française. Un visage peu glorieux, évidemment, sachant que ce type s'est enrichi de façon ignoble, qui vivait vraiment comme un nabab, comme un pacha, qui faisait sa propre loi. C'est vraiment un caïd au sens arabe. Hein, vraiment, et c'est pareil, si vous voulez une femme, elle n'avait pas son mot à dire. Enfin, c'est vraiment un personnage
peu ragoûtant que donne à connaître Bellesi avec son écriture qui est une écriture viscérale. Hein, il a une écriture qui peut mettre mal à l'aise. Une écriture où il invoque vraiment les sens au-delà de l'histoire. Il y a vraiment... on peut presque sentir, toucher. C'est vraiment un talent extraordinaire. Mais avec un sujet, il ne faut pas le cacher, c'est peut-être pas pour tout le monde, un sujet extrêmement dur. Voilà. Il me manque un. Voilà. Je vais aller très vite. Papy Mariol, formidable roman policier avec de l'humour, comme Mamie Luger. Pour ceux qui ont lu Mamie Luger, c'était un petit bijou. Une femme centenaire qui enterrait des mecs dans son jardin. Dans sa cave, pardon. Et Papy Mariol, c'est un mec qui est en EHPAD, c'est un Alzheimer, c'est un ancien tueur à gages, il se rappelle juste qu'il a un contrat à finir, mais il se rappelle plus quoi. Et donc, et son chemin va croiser la route d'une nana qui a pas une vie facile, et les deux ont formé une espèce de symbiose, de binôme assez redoutable pour tirer l'une pour se venger et l'autre pour essayer de renouer avec le fil de sa mémoire. Sachant que ce tueur qui se rappelle pas qui il doit tuer, c'est quand même un postulat qui est assez génial. Benoît Philippon, un auteur incroyable à découvrir. Le dernier Stephen King, alors c'est pas un Stephen King policier, fantastique, c'est un Stephen King policier, avec une histoire de deux tueurs en série absolument terrifiants, qui pourraient être presque Papy Mariol et Mamie Luger, puisque ce sont deux octogénaires, et de temps en temps, dans leur quartier, on retrouve un vélo, et puis personne vient réclamer le vélo, parce que le propriétaire du vélo a disparu, et personne ne peut soupçonner que les deux braves petits professeurs d'université retraités qui vivent à proximité pourraient être les coupables. Donc, encore une fois, c'est... Ça s'appelle comment? Holly. Alors, Holly, c'est le nom de l'enquêtrice. C'est le nom de l'enquêtrice. Donc, Stephen King, un Stephen King policier, parce que je sais qu'il y a un lectorat de Stephen King qui ne veut lire que le Stephen King policier et qui n'aime pas la dimension fantastique. Le dernier, Sophie Thalmann. Alors Sophie Thalmann, on peut dire que c'est un peu la nouvelle romancière dans la lignée des Grimaldi, Vallone, etc. Un peu la littérature feel good, une littérature lumineuse, avec toujours une situation de départ un peu sombre, mais finalement, à force de bon cœur et de bonne volonté, on finit par s'en sortir. Et là, elle raconte l'histoire de Pedro qui fait un AVC et qui était fâché avec ses fils, et il voudrait leur dire ce qu'il n'a pas eu l'intelligence de leur dire avant, sauf qu'il ne peut plus. Et donc, c'est les efforts de la jeune infirmière qui comprend la situation et qui va tout faire pour raccorder les fils qui ont été coupés, sachant que le fils aîné est particulièrement récalcitrant, il ne veut plus entendre parler de son père, il ne veut même plus le voir. Alors pourquoi? Et comment elle peut réparer les choses, sachant que le fils vit en Portugal. Donc c'est aussi un roman de voyage. Parce que la géographie pour Sophie Thalmann est toujours importante. Souvent elle écrit sur la Bretagne et sur l'île de Groix en particulier. Et là elle vous emmène au Portugal. Voilà. Ça s'appelle comment? Pardon, les cœurs silencieux. Que je fasse passer. Pour ceux qui aiment le mauvais esprit est un génie littéraire qui s'est fracassé à un moment donné et qui commence juste à se réparer, à reproduire depuis 2 livres vraiment une vraie littérature avec une structure et puis une écriture. Là, c'est l'histoire d'un médecin généraliste complètement désabusé, en roue libre totale et qui surtaxe certains clients qu'il n'aime pas et qui fait des trucs gratuits pour ceux qui l'aiment bien. Il fait ça à la tête du client, c'est totalement assumé, c'est très drôle. Et juste une petite phrase pour donner le ton du livre. Je me suis d'abord tapé une décennie d'études pour en arriver là. 10 putains d'années d'études, à bouffer des raviolis à même la boîte dans une sordide piole universitaire. Cela vient peut-être d'ici, la certitude que j'allais me venger par la suite. C'est tellement
énervé enfin, vous savez, comment il s'énerve avec certains patients et au contraire comment il est d'une bonté presque un saint avec certains autres, c'est très drôle. Puis un jour, il y a une nana qui va entrer dans son cabinet et ça va le bouleverser. Voilà. Donc Nicolas Ray, un type extrêmement touchant. Médecine douce. Beaucoup de mauvais esprits. De toute façon, le diable Mais c'est c'est agréable. Alors, Tiffany McDaniel, alors pour ceux qui ont lu Betty, Ouais. c'est un livre qu'il faudra sans doute essayer. Attention, gros pavé, très dense, écrit très petit. J'ai essayé de comprendre de quoi était question en lisant la 4e de couverture. Je suis pas sûr d'avoir bien compris. Je pense que c'est un livre qui va pas être facile d'accès. C'est autour de l'histoire de 2 jumelles qui vont devoir réveiller ou affronter un côté sauvage. Du côté sauvage. Le dernier Ruffin. Alors moi, je l'ai pas lâché, j'ai trouvé ça passionnant. J'ai trouvé ça passionnant, cette histoire très très plausible. En fait, Ruffin part du principe, et il a raison, que les GAFA, les grandes entreprises américaines, sont de plus en plus agacées par les contraintes que leur donnent les États. Ça s'appelle les lois. Et les lois, ça les gonfle. Elles ne supportent plus ils peuvent pas faire les expériences qu'ils veulent, ils peuvent pas jouer avec le génome humain, ou avec C'est ballot. comment ça s'appelle, reproduire le clonage humain, enfin toutes ces choses-là qui sont réglementées. Et donc, leur raisonnement, ça pourrait être, et Jean-Christophe Ruffin anticipe peut-être de façon intéressante, tout simplement puisque les États nous bloquent, on va se payer un État, on va prendre le contrôle d'un État. Et à partir de là, on est libre. Et Jean-Christophe Ruffin raconte un coup d'État, organisé, financé par un groupe de mercenaires, payé par ces GAFA. La cible est bien précise, il s'agit du sultanat de Brunei pour des raisons que vous découvrirez, des raisons politiques, géographiques, etc. C'est relativement pratique à prendre d'assaut et c'est pas trop gros. Et aussi, ça permettait à Ruffin d'avoir une cible pour ses personnages qui soit pas trop vaste. S'il avait pris un pays plus gros, ça aurait été trop compliqué à décrire. Et donc, Ruffin nous raconte tout le processus. Et surtout la manière dont on fait un coup d'État aujourd'hui, qui n'est pas la même façon qu'il y a 30 ou 40 ans. D'ailleurs, une des héroïnes, son père était un mercenaire célèbre, dont le nom m'échappe, vous savez, ce mercenaire qui a fait 50 coups d'État en Afrique. Bob Denard. Ouais. Voilà. Donc là, on voit bien que l'idée, c'est de montrer que Bob Denard, aujourd'hui, il n'arriverait plus à rien. Maintenant, le coup d'État, ça se fait par l'informatique. C'est-à-dire que c'est la propagande, c'est le hacking, c'est prendre le contrôle, c'est ce qui se passe déjà dans la guerre en Ukraine. Donc il y a une nouvelle façon de mener la guerre qui si ce n'est complémentaire, au moins complémentaire, voire plus importante que la guerre menée par les fusils eux-mêmes. Donc ce coup d'État est totalement passionnant à suivre. C'est très instructif du point de vue politique, géopolitique, voir comment ça fonctionne, comment les mercenaires fonctionnent aujourd'hui, comment les hackers sont recrutés. Par exemple, les 2 mecs qui vont être aux commandes, ça faut vous en dire, ils se font virer par la boîte des mois et des mois avant pour qu'ils sortent des radars et pour que la boîte puisse réutiliser leurs talents après. C'est une équipe aussi qu'il faut monter avec des talents complémentaires. Et c'est absolument passionnant. L'écriture, elle est rudimentaire. Elle est pas. Je regrette que Jean-Christophe Ruffin ait perdu ses talents de grand écrivain. Que je l'ai trouvé, encore jusqu'au Collier Rouge, je trouvais que c'était un écrivain extraordinaire. Là, c'est juste au service de l'histoire. Comme d'autres auteurs qu'on a pu évoquer auparavant, comme un Musso. C'est pas plus élaboré que ça, l'écriture. Il y a quelqu'un d'assez vilain qui a dit au Masque à la Plume que c'était une sorte de SAS, Gérard de Villiers. Mais c'est pas faux, mais ça pose pas de problème.
Ça pose pas de problème. Il a même dit le cul en moins par rapport à Gérard de Ville. mais ça, vous pouvez pas lâcher le truc parce que vous voulez savoir. Et c'est très très intéressant et surtout troublant. C'est-à-dire que là, c'est-à-dire que les connaissances de Jean-Christophe Ruffin sont réelles. Et nous, c'est un professeur Ruffin. Il a beaucoup à nous enseigner. Et par contre, bon, le style, c'est au service de l'histoire. D'or et de jungle. Parce que, évidemment, ça se passe, le sultanat de Brunei est sur l'île de Bornéo, je crois qu'il fait genre 10 fois la France, c'est dans la jungle, etc. Donc vous avez cette jungle. Et là, vous voyez les toits en or sultanat qui sont en train de brûler suite au coup d'État. La couverture a du sens. Roman très intéressant pour la dimension régionale. Hiver bleu de Prusse, ça raconte l'occupation de Rouen par les Prussiens en 1870. Il y a un cahier photo au milieu. Vous voyez les Prussiens qui paradent à Rouen, etc. Moi, alors, c'est un peu évoqué si vous lisez Maupassant, Belle Amie ou Boule de Suif, c'est évoqué. Mais là, c'est vraiment au cœur du roman, à travers les aventures, plutôt mes aventures d'une femme qui s'appelle Zélie, qui a un mari pas très sympa, qui doit fuir en ville pendant l'occupation, qui va avoir la bonne mauvaise idée de sympathiser avec un Ulan. Un Ulan, c'est un cavalier allemand avec une lance. C'est ça. Il a des casques à pointe. Je ne sais pas s'il a une pointe, en tout cas il a un casque. Dans ma famille, elle avait connu ça. Après, elle a connu 14-18 et la guerre de 40. Un beau palmarès. En tout cas, c'est bien écrit, sauf que par moments, il y a des espèces de... C'est marrant, il y a des espèces d'irruptions d'arlequin dans une phrase comme ça. Ah ouais. Ah oui, des phrases. Elle se nichait entre les bras de son mari, le dos contre son torse brûlant de désir. Bon, oui, pourquoi pas. Alors que par ailleurs, le texte et le nom. L'auteur, c'est Une romancière de Caen, je crois, Muriel Meunier. Pour ceux qui ont aimé Je suis Pilgrim, qui était un des meilleurs romans d'espionnage policier de ces dernières années, le nouveau Ace, qui était très attendu, je viens de le commencer, ça vous prend, vous ne pouvez pas lâcher, c'est génial. Pour tous ceux qui aiment les histoires de CIA, d'espions, de djihadistes des États-Unis au Pakistan, c'est absolument haletant. Et un peu comme vous pouvez faire Lapierre et Collins il y a quelques années, ou même le pape du roman d'espionnage, John le Carré. Vous rajoutez un peu d'action, un peu de testostérone là-dedans, ou du Tom Clancy. C'est ce genre littéraire qui c'est pareil, il y a ses codes. Il y a aussi des recettes, exactement comme pour le terroir. Après, alors moi je suis plus sensible que pour le terroir, mais je dois bien reconnaître qu'il y a des codes. Mais bon, c'est impossible à lâcher une fois que vous avez commencé. Le titre est mystérieux, l'année de la sauterelle. C'est parce qu'en fait, les bébés sauterelles, ils sont invisibles pendant des années, et puis d'un seul coup, ils sortent tous et ils dévastent les champs. En fait, c'est une métaphore pour un groupe de terroristes qui est dissimulé, tapis, et qui va surgir en masse et en nombre d'un seul coup. Sauf si le héros arrive à sauver les États-Unis et le monde. Forcément. Mais c'est bien fait. Génial. D'ailleurs, la note Babelio, j'ai rarement vu ça, 4,8. Ah oui, c'est exceptionnel. Léonie B, alors en fait, c'est l'histoire de Léonie Donné. D''AUNET. Si vous savez qui c'est, une maîtresse de Victor Hugo. Et en fait, il avait deux maîtresses en. Oui, c'est celle qui était mariée, non ? Ouais, c'est ça. C'est pour ça B. Parce qu'elle était mariée à un peintre qui s'appelait Biard, qui était très jaloux. Et ils ont une très très belle histoire, d'ailleurs Hugo, ils sont restés en contact toujours. Il l'a toujours soutenu financièrement, etc. Et c'est même elle qui lui a ouvert les yeux sur la cause des femmes, puisque en fait le mari jaloux, je suis obligé d'aller très vite, c'est dommage. Le mari jaloux avait fait suivre Hugo et Léonie, pris sur le fait, ils sont arrêtés. C'est elle qui va en prison.
et pas lui. Hmm. Ouais. Et elle va en prison à Saint-Lazare, et pas lui. Et c'est là qu'il prend conscience de la... Et ça va l'inspirer aussi pour les Misérables. Hein, il se pourrait fort que le personnage de la mère de Cosette, Fantine, soit inspiré en grande partie par Léonie. Voilà. C'est Léonie en fait qui lui redonne le goût de la vie après qu'il ait perdu Léopoldine. Donc voilà, Léonie B, si vous voulez découvrir. Sachant que Spitzer, c'est pas n'importe qui, hein, fait partie des amis de Hugo, c'est un grand spécialiste de Hugo, il lui a dédié sa vie. Et il a écrit le dictionnaire amoureux de Victor Hugo dans cette belle collection que vous connaissez sans doute, Dictionnaire amoureux. Ouais. Tatiana Droné, pour ceux qui veulent être touchés pour retrouver Marilyn, mais Marilyn un peu au crépuscule. Et c'est l'histoire de sa rencontre avec sa femme de chambre sur le tournage des Désaxés, The Misfits. Et en fait, elle a besoin de s'en confier à quelqu'un, et c'est le dialogue, l'amitié entre la femme de chambre, qui devient la confidente inattendue de Marilyn, qui est en train de se séparer de Miller, et qui est dans une période où elle commence déjà, on sent que c'est le début de la fin pour elle. Voilà, Tatiana Doroné, Poussière blonde. Gaël Josse, une série un peu comme... À quoi songe-t-il? Ah, Poussière blonde. À quoi songe-t-il ce que le sommeil fuit? Là, c'est comme des petites nouvelles. Imaginez que vous vous promenez dans la rue et puis vous voyez à 1h du matin, vous voyez une lumière, vous allez tous regarder pendant la nuit, et tiens, pourquoi il dort pas? C'est marrant, qu'est-ce qu'on peut faire encore avec la lumière allumée à 2h? En fait, elle est passée de cette réflexion à imaginer 13, 14, 15 personnages, pourquoi le sommeil les fuit? À quoi pense-t-il? Voilà. À quoi songe-t-il ceux que le sommeil fuit? Les morts ont la parole de Philippe Boxeau. Ça, c'est un livre phénomène. Le type est médecin légiste et il raconte plein d'histoires, d'anecdotes, etc. Et c'est fascinant. Ça s'est passé du jour au lendemain en librairie. Le mec, il a dû faire 1 ou 2 émissions, radio, télé, et il a tellement été bon que ça a été le raz-de-marée. On a été à court direct, on a été obligé de recommander massivement. Ce bouquin-là, c'est un phénomène. Les morts ont la parole. Et c'est... mais apparemment, il est extraordinaire à écouter, parce que les clients qui sont venus chercher son livre me disaient, mais ce type-là est passionnant. Ça s'appelle comment? Les morts ont la parole. Ah, Philippe Boxeau, B-O-X-H-O. Ah, d'accord, c'est une trilogie. Oui, il y en a plusieurs. J'en ai apporté Entretien 15. avec un cadavre. Celui-ci serait le 2e et le 3e tome apparaîtra en juin 2024. Boxeau. Rennes, très beau roman noir. L'histoire d'un type un peu en série qui a toujours tué professionnellement et qui n'a jamais été pris, mais le jour où il tue par amour, il est en danger. Très très beau texte. Un roman noir d'atmosphère, 2 personnages très beaux, avec une belle romancière, Pauline Guénard. J'ai eu l'accent aigu Guénard. J'avais 2 coups de cœur pour finir, mais j'aurais pas le temps de les développer. Roman d'atmosphère, un week-end en famille, et une tension très très forte entre la mère et son fils ado, qui est sous la menace d'une exclusion à son collège. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? En tout cas, on sent qu'elle ne le supporte plus. Il y a quelque chose entre eux qui ne va pas du tout. Et le temps de ce week-end chez les grands-parents, il y a certains secrets qui vont être révélés. Et c'est un très très beau livre sur l'adolescence aussi, sur le mal-être adolescent. Almendros. Ouais. Moi, je l'avais mis dans la commande parce que il est vraiment, c'est dommage. Il est vraiment remarquable. Franchement, pour restituer une atmosphère, je l'avais mis dans la commande à partir d'une situation de week-end en famille tout à fait normale, en dehors du père, du fait que le père n'est pas là puisque le père est décédé. C'est la mère, son fils, une cousine qui vont en week-end chez les grands-parents paternels. Et il y a une forme de suspense, d'inquiétude. Il y a une atmosphère, c'est vraiment un romancier d'atmosphère qui est remarquable. Et il rend n'importe quoi inquiétant. Des petits détails du quotidien. Rien que le poisson qui va être servi à table, il décrit le poisson, son œil, etc.
Rien que là, vous dites, oh, il y a un talent. Et puis ça, Ferdia Lennon, un acte de gloire, un livre totalement original, passionnant, qui raconte l'histoire. En fait, on est en 412 avant Jésus-Christ, les Athéniens voulaient prendre la Sicile, et Syracuse, ils se sont fait ratatiner, et 7000 d'entre eux ont été placés dans les carrières de Sicile pour qu'ils y crèvent de faim et de soif. Et c'est l'histoire de deux potiers qui se promènent parmi les prisonniers, deux potiers parmi les vainqueurs de Syracuse, et à qui est capable de dire des vers d'Euripide, de Médée, etc. Il lui donne de l'eau et des olives. Et à partir de là, ils vont nouer des amitiés et ils vont réussir à trouver parmi ces 7000 prisonniers athéniens des poètes, des comédiens, etc. et à monter une petite troupe pour donner une représentation qui pourrait être la représentation de la survie pour les Athéniens. Sauf que il va se passer tout un tas d'événements qui vont faire en sorte que rien ne va se passer comme prévu. Et le titre, l'auteur, c'est l'auteur. Ferdia Lennon. Ouais, c'est un Irlandais. Et c'est remarquable. Voilà. J'ai d'accélérer un peu sur la fin. Désolé. J'espère qu'ils auront envie d'en lire quelques-uns. Là, il y en a vraiment pour tous les goûts. Oui. Alors même si vous l'empruntez pas, même si vous le lisez pas, juste, j'ai entendu, rien que pour le cahier photo, qui est vachement intéressant. J'ai pas mon carnet. C'est vrai, je comprends que c'est toujours son carnet. Il est marqué sur son téléphone. Vous avez le bon de dépôt, vous avez...